messieurs, dames, j'espère que vous allez tous très très bien pour cette 65e émission des Décryptettes. Comme d'habitude, je suis avec mon ami Joe. Comment tu vas cette semaine? Ah ben, super bien, hein. On s'est un peu fait chier sur les marchés, mais voilà, moi je m'amuse avec les copains dans les tranchées, et puis voilà, ça passe le temps en réalité. Et toi, comment tu vas? Eh bien, des tranchées bien ouvertes et pas mal de choses à voir du côté de la macro. C'est des semaines qui sont bien riches. On ne s'ennuie pas en termes de news et en termes de mouvements sur les marchés micro un peu bas, me dit-on. Je vais augmenter un petit peu ça. Hop, normalement, ça devrait être un peu mieux. Je vais me rapprocher un petit peu de mon micro. Hop. Donc non, des semaines qui sont bien chargées, on va pouvoir faire un point de marché tous ensemble, bien évidemment. On a eu pas mal de news, des bonnes, des mauvaises, que ce soit en crypto ou en TradFi. Donc on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Hop, et Tout à bonsoir à fait. tous ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a des gens qui sont pas contents de notre intro. Ah non, vraiment pas. Pour tous ceux qui sont là dans les débuts de live, juste avant que ça commence, vous n'avez pas sur YouTube dans la rediffusion. Il y a toujours une petite musique d'intro et personnellement, elle me fait très plaisir. Ça me met de bonne humeur pour commencer. Pareil. Donc, elle restera dans les tout débuts de stream. En tout cas dans les salons d'attente des lives. Et d'ailleurs, en commençant cette rediffusion, si vous nous regardez sur YouTube en rediffusion, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Bien évidemment, ça soutient la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir. Et ce sera la seule fois où je le dirai durant ce stream. Bien. Par quoi est-ce qu'on commence cette semaine? On a eu pas mal de mouvements. Est-ce qu'on se ferait pas un petit récap de ce qu'on a eu et surtout de ce qui va arriver aussi? Parce qu'il y a quand même des choses assez importantes. Bah, de toute façon, on n'aura pas de grosses news avant le prochain live, puisque c'est le 17, la Fed. C'est le 17 la Fed. Alors si entre-temps on aura quand même un truc qui va, à mon avis, va être assez clé pour la suite, pour prévoir le 17, c'est le benchmark des payrolls. Les payrolls qui sont un rapport annuel du BLS, donc le Bureau des statistiques de l'emploi américain, qui fera état un petit peu des futures prévisions et de ce qu'ils attendent. L'année dernière, c'était un BLS qui était pas très bon, qui avait notamment été un catalyseur sur le fait que Powell avait baissé de 2 baisses de taux la réunion suivante, enfin Powell, pas que, mais la Fed avec. Donc ça peut être aussi quelque chose de plutôt positif. On aimerait ne pas avoir des chiffres trop négatifs non plus parce que le marché est de nouveau dans ce narratif de la récession à l'heure actuelle. On a encore une fois des doutes quant à la croissance, on va y revenir juste rapidement avec ce qui s'est passé sur la dernière semaine en termes de chiffres, où on a eu grosso modo des chiffres assez négatifs sur l'emploi, sur la croissance américaine, notamment sur les ouvertures d'emploi. Grosso modo, il y a moins d'emplois ouverts, il y a moins de gens qui travaillent et plus de chômage, donc ça donne un peu le topo. C'était notamment du coup sur les JOLTS, donc les JOLTS, qu'on a vu ça, et ensuite on avait ici les Non-Farm Employment Change qui n'ont pas été du tout appréciés, et ça nous a fait monter les prévisions de baisse de taux pour la fin d'année à 3 baisses. J'attends que ça charge. Hop. À 3 baisses pour le mois de décembre en scénario principal et 2 baisses d'ici le mois d'octobre. Donc un marché qui craint un petit peu des données qui seraient trop mauvaises. On fera aussi attention évidemment aux datas d'inflation qui vont être là cette semaine. C'est où est-ce qu'elles sont les datas d'inflation? Là, voilà. Donc ce sera le 10. Donc une semaine qui va être encore chargée, ça va être intéressant, le 10 et 11. Donc Parce qu'actuellement, ils voilà. disent quoi, les prévisions d'inflation? Je sais plus comment il s'appelle ce site. Tac, Trueflation. Alors Trueflation Ouais. qui n'est plus qui n'est plus aussi pertinent que ce qu'il a été, mais qui reste quand même intéressant à regarder. On a quand même une inflation qui tend à stagner à minima, et il n'y a pas de reprise particulièrement haussière, hein. On tourne entre les 1,9 et les 2% d'inflation. Cependant, dans les chiffres qu'on a, tac, si on prend le core CPI, tac, même juste le CPI, ça suffira. Par exemple,
ce qu'on voit, c'est que grosso modo, on a des forecasts qui sont plus élevés, généralement. Là, par exemple, le dernier était à 2.7. Là, on prévoit un 2.9. Mais ce qui est bon de noter, c'est que depuis le mois de février, quasiment systématiquement, les chiffres qui pop sont du coup plus bas que ce qu'on attend. Donc, fondamentalement, si on continue dans cette lancée-là, ce serait plutôt bon signe pour nous. Par exemple, si on voit apparaître un 2.6, un 2.7, allez, disons un 2.7, là je sais pas trop, mais un 2.6 ce serait plutôt bien. Plus le chiffre va être bas par rapport au forecast, plus les gens vont se dire que l'inflation est derrière nous, etc., etc., et qu'on peut donc baisser les taux de manière plus nombreuse. Donc c'est un peu les grands enjeux de cette semaine. Mais on voit hein, ici tous les forecasts qui tombent en dessous de... Enfin pardon, tous les chiffres réels qui tombent en dessous des forecasts. Donc on verra ce que ça donne pour cette semaine. Tac. Ok. Et apparemment, t'es trop bullish. Pourtant, la dernière vidéo. Mais... Pourtant, ma dernière vidéo était pas particulièrement bullish. J'ai fait attention d'être objectif. Tac, cette vidéo-là. Hop, j'ai fait en sorte d'être le plus objectif possible, où je vous parle de macro, je vous parle d'on-chain, je vous parle d'options, et j'ai présenté les deux biais normalement de manière plus ou moins objective. Alors évidemment, du coup, dans les commentaires, ils étaient en mode oui, bah du coup, on peut à la fois monter et baisser, ce qui est pas totalement faux. C'est le principe d'un marché. Mon avis perso reste plus haussier pour la fin de l'année pour le moment, parce que sur le biais option on reste relativement haussier, etc. Juste à court terme, je n'en sais rien. Comme d'habitude, le court terme c'est plus compliqué de le prévoir, mais en tout cas pour le moment je pense qu'il est trop tôt pour être très bearish. Donc je reste haussier, ne serait-ce que sur des horizons moyen terme pour le moment. Et j'ai pas l'impression d'être trop bullish, justement. Je pense être assez mesuré. Apparemment, t'es encore trop bas niveau audio. Donc c'est parce que tu parles pas fort aussi. Pourtant, j'essaye de... Tac, normalement, ça devrait être bon. J'ai pas changé les paramètres du micro, mais... Tac. Je vais peut-être réduire un petit peu toi, et on devrait être pas trop mal. Ok. Hop. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Petite analyse Jupiter à la fin. On y reviendra bien évidemment sur les différentes cryptos, mais on a toujours une surperformance des alts. Hein. On peut juste rapidement passer là-dessus. On a toujours des alts qui se tiennent mieux que Bitcoin, à la hausse ou à la baisse. Il y a une alt qui performe très très bien. Tu sais laquelle? Ah oui, c'est... je crois que ça a un rapport avec des mêmes coins. Je crois. J'ai rien dit. Ce me semble que ça doit être ça. C'est l'image qui fige. Ouais, j'ai des problèmes sur l'image. Je sais pas d'où ça vient. Pourtant, j'ai pas de lag particulier. Faut que je regarde absolument d'où ça vient parce que j'avais pas ces problèmes-là. Donc, j'essaierai de fixer ça pour les prochaines émissions. Du coup, je vous montrerai. Pardon. Tac. On va prendre le Others, mais le Total 3 ce serait similaire. On dit pas que les alts surperforment de manière dantesque, toute proportion gardée, mais on est en tendance. On est en tendance haussière sur le ratio. On arrive sur un point, on cogne hein, sous ce point pivot ici. Vous voyez que ça nous a fait office de support résistance. Pour moi, on bloque sous résistance. Donc, on va quand même faire attention aussi à ce niveau, mais si ce niveau venait à céder en tant que support, ce serait plutôt positif pour les alts. Et Total 3, c'est pareil, le Total 3 se porte même un peu mieux que le Others. Total 3, normalement. Hop, voilà, on est encore plus en tendance, pardon. Donc, c'est plutôt positif. On s'est éloigné de notre 4 heures ici. Donc, sur le Others BTC ou le Total 3 BTC, on est même plutôt pas mal. Et ça, c'est très cool. WLFI qui marche bien en ce moment. On va y revenir, il y a eu des petites news, ça marche bien, ils ont interdit les gens de vendre. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, tout va pour le mieux. C'est bien joué à eux. Pour éviter que les prix baissent, on a juste à empêcher les gens de vendre. Et ça marche très très bien. Bien joué à eux. C'est juste très très fort. Ok, tac. Je crois qu'on y revienne parce que j'ai fait un gros article sur WLFI
J'ai Ouais, d'ailleurs été pompé par un gars US. euh, c'est vrai. ouais. Mais on reviendra J'ai sur les points essentiels parce que c'était très intéressant, je trouve. D'ailleurs, j'en ai fait une hmm, vidéo aussi. Ouais. totalement. On peut peut-être. Est-ce que tu veux commencer par ça d'ailleurs, puis on attaque les news tranquillement? Hop. Allez, je suis pas. Alors, comme Fred dit, je suis pas anti WLFI, mais c'est juste un token qui est très particulier avec beaucoup de red flags. Après, je sais pas quoi en dire, je sais pas quoi en attendre, quoi. Tac. Pour que je vous montre ça, vous l'avez peut-être lu, en tout cas pour ceux qui me suivent. L'article, c'est celui-là. Et du coup, il y a plein de red flags. Allez voir l'article. En fait le fait que Trump, la famille Trump et même les Witkoff, les deux grosses familles qui sont censées soutenir le projet, ont aucun lien juridique avec le projet. Ils n'ont aucune responsabilité. En fait, tout est écrit dans les petits caractères quand vous allez sur le site ou sur le gold paper. Ça, c'est terrifiant, le fait qu'il y ait des gens qui soient barrés, dont le gars de Paxos, d'ailleurs, dont on va parler aujourd'hui, parce que Paxos est revenu un peu devant la scène. Il y a plein de... Je vais pas refaire ce que j'ai fait en vidéo, allez voir la vidéo, allez voir l'article, si jamais vous voulez tous les détails, mais il y a plein de petits red flags comme ça, où on sent qu'en fait, World Liberty Financial savent qu'ils jouent à un jeu dangereux, et du coup, ils ont mis plein de disclosures partout, et quoi qu'il se passe, les Trump et les C'est pas de Witkoff, notre ils faute. sauront... Voilà. Ce sera pas la faute de Trump et Witkoff. Peut-être que ce sera la faute de ces deux gens qui ont un passé un peu sketchy, qui sont les vrais responsables derrière le projet, mais ce sera clairement pas la faute à Witkoff ou Trump. En fait, ce sont juste des influenceurs, grossièrement, avec tous les revenus et la plupart des tokens, bien évidemment. Voilà, c'est très particulier. Hein. Je trouve ça très très fort. C'est bien joué. Oui. Franchement, c'est bien C'est pensé. un, On la c'est un retirera pas. excellent plan de carrière. Hein. Mm, mm. Bien joué. Hop. Tac, tac. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe directement aux news. Allez, bah vas-y, let's go. Hein. Hop là, c'est parti. Hop, je me permets de commencer directement. Hop, tac, tac. Tac, il faut que je remette le bon écran. Tac, ça pourrait être utile. Voilà. Donc c'est parti, encore une fois on commence juste avec un tout petit peu de macro pour le résumé pour ceux qui regardent seulement la partie des news. Sur le côté macro on a eu évidemment des mauvaises datas comme je le disais en tout début d'émission. Grosso modo moins de chômage, plus de chômage, moins d'emploi. On arrive un peu dans un effet ciseau. Un effet ciseau qui va être compliqué pour la Fed, d'autant plus si les données d'inflation venaient à être mauvaises cette semaine, ça mettrait la Fed dans une position très inconfortable et une situation inconfortable, c'est un marché qui est sous tension et un marché sous tension, c'est un marché qui ne peut pas bien se porter, donc ça va être une semaine décisive puisque cette semaine on aura à la fois l'inflation, à la fois le rapport annuel sur l'emploi qui va un petit peu nous donner les perspectives de ce domaine-là aux États-Unis, donc une grosse semaine à voir et si jamais vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, j'en parle un peu plus en détail. Ensuite, on va parler de la régulation crypto qui vient toquer à la porte. Alors, des trucs positifs et des trucs négatifs. Dans les trucs positifs, on va quand même noter, comme le met en avant Ignace, des choses très positives. La SEC, la CFTC qui sont en train de travailler. Alors, le poste de Soin Intel est un petit peu... il prend ça un peu trop au présent, mais on est grosso modo encore une fois, dans des paroles, dans des actes, on discute, on commence à mettre des choses en place pour permettre différentes choses, que ce soit les marchés 24/7, même en TradFi, les produits perpétuels, etc. Plein de choses, et notamment aussi le trading spot de tokens sur des exchanges autorisés, register, c'est enregistré du côté des États-Unis. Donc ça, pour notre petit écosystème, c'est plutôt pas mal. Bah ça, c'est ouf, Après, hein. hein, C'est plus que pas mal, moi, je trouve, parce que ça ouvre la crypto à plein d'investisseurs. C'est absolument zinzin parce que cette news-là, c'est pareil. Elle a été peu relayée ou elle a été relayée en mode bon, c'est des trucs qu'on connaît. Si je reprenais le résumé de ChatGPT, en vrai, c'est beaucoup plus positif que ce que les gens veulent bien le retenir. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. C'est vraiment. Ça avance, ça enfonce le narratif crypto dans la TradFi, et ça c'est vraiment positif, même si de l'autre... Oui, tu allais dire quelque chose?
Bah, je me disais, c'est quand la dernière fois, enfin, le dernier live où on n'a pas eu une news giga bullish pour les cryptos du côté de la régulation. Ça fait longtemps, hein. J'ai l'impression que ça fait chaque semaine, hein. Toutes les, toutes les Et elles sont semaines. toujours plus fortes, quoi. Donc ça, c'est très cool. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent ne pas aller, mais en tout cas, ça, c'est très bien. Non, mais c'est clair. Même si de l'autre côté, comme vous le voyez, aussi, on a le Nasdaq qui a durci un petit peu les règles autour de la crypto. Notamment, ça a mis à mal les entreprises qui achètent des cryptos, les treasury companies. Alors en ligne de mire, on pense évidemment à Bitmain, Sharplink et MicroStrategy, respectivement pour Ether et pour Bitcoin, puisque maintenant il faut que les achats de cryptos soient validés par les détenteurs d'actions, les shareholders, pour éviter la dilution qui ne serait pas voulue. Est-ce que ça va changer grand-chose ou pas? Fondamentalement, on peut se poser la question, c'est une épine dans le pied. Est-ce que c'est dramatique? Je pense qu'il faut un petit peu doser, voilà, pour être totalement honnête. Mais quand même, il faut le prendre en compte. On n'est pas totalement béni des dieux, puisqu'il reste quelques petites piques qu'on nous met dans les doigts de pied. Ah, pour moi, c'est mérité, hein, parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc, pour Le, moi, mérité. le Ponzi n'est Ouais. n'est pas final. Il reste un petit peu de régulation dans tout ça. C'est ça. C'est à moi, du coup? Ouais, tu peux enchaîner. Allez. Tac, tac, tac. Ouais, il y avait un petit coup de gueule que j'ai balancé sur Cryptost en début de semaine. Alors, Cryptost, c'est rien contre eux, hein, mais c'est juste que tous ces gros médias, ils ont tendance à avoir un interne qui parfois dit n'importe quoi. Et là, il y a cette charte qui est beaucoup passée. Alors, c'est pas de la faute que de l'interne, elle est passée vraiment partout sur le CT, donc en fait, il n'a pas dû check. Et ça, le problème, je vous montre en fait ce qui se passe. Là, il a dit que c'était le plus bas niveau depuis mars 2024. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas sur Dune, comme ça je vous apprends aussi un truc, quand tu vas sur Dune, quand tu es le jour J, je vais vous montrer là avec le Ondo Global Market, en fait, l'algorithme ne traite pas la journée. Donc c'est normal que ça aille à zéro. C'est tout le temps comme ça a toujours été comme ça. Et du coup, en fait, cette dernière part baissière, elle n'existe pas. En fait, ça s'arrête là. Et du coup, j'ai répondu, déjà il y a ça, et puis si on va faire nos recherches un peu plus loin, que ce soit sur d'autres dunes, sur le même dune d'ailleurs, pour regarder d'autres dashboards un peu plus bas, ou sur le travail que fait Blockworks, là c'est le nombre de contrats qui sont créés sur Solana, parce que ce que disait Cryptost en clair, c'est que Solana était abandonné, machin, tout ça. Là c'est pareil, cette barre-là n'existe pas, c'est le nombre de transactions, donc on est vraiment en hausse. Ça, c'est le volume. Donc, pour moi, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Et ça, c'est l'activité par wallet. Donc, en clair, le résumé, c'est quand un actif sous-performe le marché, on va toujours avoir du bullshit comme ça parce que ça fait du clic, parce que les gens ne vérifient pas leurs sources. Et on avait eu ça sur Ethereum aussi. Et c'est dommage, je trouve, parce que ça retire une vérité. Ça retire surtout l'envie aux gens de s'intéresser à un écosystème qui, pour le moment, sous-performe et qui super-performera à un moment donné. Parce que c'est toujours comme ça. Ouais. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de traiter ce sujet et débunk un peu certains trucs que j'ai vus sur le CT. Et tu fais bien, très très bon point que tu soulèves ici. Hop. Merci. Je continue du côté des treasury companies, les fameuses, avec pour commencer Bitmain qui a ajouté 668 millions de dollars d'Ether dans ses trésors de guerre pour un total de 8,15 milliards de dollars, ce qui est toujours pas mal, même si de son côté SBET, lui, eux n'ont acheté que 46 millions, n'ont plus acheté que 46 millions de dollars puisqu'ils ont levé seulement 46 millions en vendant des actions SBET, donc ce qui en fait une des semaines les plus petites du côté de ces treasury compagnies Ether. On rappelle évidemment que pour les treasury compagnies, vous pouvez regarder les NAV, donc les actifs sous gestion, la valeur des actifs achetés par ces différentes compagnies, pour voir un petit peu comment les deux se portent. Vous avez le SBET Tracker et le Bitmain Tracker, où vous pouvez respectivement regarder
les deux, enfin voir comment les deux se comportent. Toujours des petites news du côté des Solana Treasury Companies avec DeFi pardon, Development Corp qui a acheté 2 millions de, 200 000 Sol et qui possède un total de 2 millions de Solana. Donc pareil, on en avait parlé, je crois, la semaine dernière de mémoire sur les Treasury Companies en Solana qui prennent de l'essor, qui prennent du poids. On reviendra juste après sur le dashboard de Blockworks. Une petite news qui m'a fait un petit peu sourire et que je voulais vous partager justement sur cette Treasury Company, c'est une des personnes qui a été à l'origine de ce concept-là, qui décide de parler d'un nouveau concept qui serait les treasury companies au carré, c'est-à-dire que c'est des treasury companies qui investissent dans d'autres treasury companies. Oh non, Donc, oh non. alors l'idée, je ne sais pas à quel point ce serait mis en place ou pas. Oh, putain. J'ai juste beaucoup ri, ça m'a fait sourire. Si vous avez vu le film The Big Short, le CDO d'un CDO, ça vous parlera. Bref, les treasury companies au carré, on n'arrête pas la folie du côté de la TradFi. Du côté de MicroStrategy, on a raté l'inclusion dans le SP500 au dernier rebalancing. Ça, c'est pas de bol. Ça avait été un narratif qui avait été poussé aussi sur les derniers jours et les dernières semaines, mais ils n'ont pas intégré le SP500 de ce dernier mois. Donc, Parce que c'est pas par market cap? ça doit être par market cap. Donc ils sont pas assez gros, quoi. Okay. Apparemment. Je ne sais pas c'est quoi les critères. J'imagine qu'il y a une question de taille, il y a peut-être aussi une question de liquidité aussi. S'il y a des experts, si mon ami Psycho dans le chat, peut-être qu'il doit savoir comment est-ce qu'on va dans le SP500. J'avoue ne pas avoir une entreprise qui respecte les critères. Soon. Du côté des inflows des ETF, une semaine relativement neutre du côté de BTC, 2 jours de gros inflows avec 3 jours d'outflow qui rendent les flux quasiment neutres sur la semaine. Du côté d'Ether, c'est 5 jours dans le rouge, puisqu'il fait très longtemps qu'on n'a pas eu 5 jours dans le rouge, une semaine complète à la baisse. Et pour Solana, on a des petites semaines en positif, même si c'est pas grandiose, c'est plus, et ça c'est plutôt pas mal. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi retrouver les datas sur le dashboard de Blockworks. On voit qu'on a atteint quasiment des plus bas. Dans les trading volumes des crypto treasury companies, on est quand même tombé assez bas. Après la frénésie qu'on avait eu début août, on est revenu quasiment au bottom du mois précédent. Donc il y a peut-être de l'alpha de ce côté-là. La frénésie s'est un petit peu calmée. Et on est revenu sur des volumes un petit peu plus légers. Voilà pour cette partie un petit peu TradFi. Et Psycho qui a répondu, il n'y a pas de market cap, le chanceux choisi est finalement Robinhood. Donc c'est un petit peu subjectif du coup. Je serais curieux de savoir les critères, est-ce que ça plaît au gars qui est derrière ou quoi, je sais pas. Très bizarre. Moi j'ai, du coup on a Camino, alors pour ceux qui ont raté l'épisode de la semaine dernière, on a Jupiterland qui s'est lancé sur Solana grâce à la technologie de Fluid en dessous. Et ça a mis un petit peu en sueur Marius de Camino, donc Marius qui est le cofondateur. Et il n'a pas arrêté de FUD en clair, il n'a pas arrêté de FUD en disant que ce que faisait Fluid c'était débile, que la liquidation était dangereuse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la liquidation de Marius, eux, ils prennent une grosse liquidation. Ils font une seule grosse liquidation. Ce qui fait que les gens en morphent d'un coup. Là où Fluid, comme ils sont bien plus optimisés sur la liquidation, ils en font plein. Et ils en font plein au niveau du marché. Donc ils sont toujours pertinents par rapport au marché. Et les gens qui se font liquider ne se font jamais trop raides par rapport au marché. Donc c'est pour ça qu'actuellement, si on regarde la TVL de Camino, il y a beaucoup de sorties. Voilà, moins 66, moins 42, moins 18, moins 17, moins 22, moins 79, on a eu un moins 96, il y a eu quelques rentrées, mais la TVL sort de Camino et va vers Jupiterland parce que juste pour les brewers, ceux qui empruntent, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup moins risqué, parce que c'est beaucoup plus efficient. Et du coup, voilà, ça a un peu mis Camino en sueur. Ils ont bougé le minimum liquidation penalty, ils ont divisé par 10 parce qu'ils sentent qu'actuellement, ils se font dépasser par une tech qui est meilleure que la leur. Et ça va être très intéressant à suivre parce qu'il y a eu un petit peu une guerre de DeFi, une guerre d'ego entre Fluid et Camino. Donc, ça va être très très intéressant.
Vous connaissez de toute façon mon avis, moi je suis Team Fluid. Hein. Ouais. Le maillot de foot a été choisi. Ouais, exactement. Le maillot de foot est décidé, ce sera donc le fluide qui sera choisi. Tiens, petite parenthèse sur les critères d'inclusion du SP500, si cet article est correct. On a un minimum de market cap, on a aussi une question de liquidité, évidemment une compagnie qui doit être aux US, donc ça peut aider, et 50% des actions qui soient tradables, notamment positive earning, bref, plein de trucs. Hop, Ok. j'enchaîne du côté de Pendle, je vais pouvoir faire un petit détour par cap également. On a Pendle qui a atteint 11 milliards de TVL sur le protocole, ce qui en fait, alors j'aimerais pas donner de top sans avoir vérifié, mais je crois que ça doit être top 2, peut-être top 3 des protocoles en TVL. Donc c'est plutôt pas mal, bien joué à eux. Protocole qui sert à trader le rendement. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Coin Academy sur Pendle qui paraîtra sûrement dans la semaine prochaine. Le montage est en cours, un protocole ultra intéressant et en plus il y a des nouveaux trucs qui apparaissent petit à petit. Donc c'est toujours bien de se faire un petit point. Et en petit point, on va aussi faire un petit détour par Cap Money. Cap, c'est pas la première fois qu'on en parle dans les émissions. Si vous suivez ça de manière assidue, protocole de stablecoin à rendement sur Ether, mais particulièrement sur MegaETH. Là, ils sont lancés sur Ethereum le temps que MegaETH se lance, en mainnet aussi. Et vous avez notamment des campagnes de points qui sont très intéressantes sur Cap pour générer justement des points et vous rendre éligible à un petit airdrop. En tout cas, c'est la spéculation. Je pense que c'est pas des points qui serviront à acheter des coquillages. Donc, je vous ai fait un petit post sur X. Alors, c'est un post où il faut un petit peu brancher le cerveau. Faut se concentrer un petit peu. C'est pas très simple. Je vous parle de 2 stratégies. Des stratégies défensives où on préserve un petit peu plus son capital et des stratégies plus offensives où on va grosso modo brûler du dollar pour avoir des caps et donc un airdrop. Et grosso modo, le bilan des cours, c'est que on peut s'attendre à du rendement à minima de 50% sur le dollar déposé jusqu'à 120 000% par an. Sachant que ça dure 6 semaines. C'est pour ça que c'est des rendements de 120 000%, c'est que c'est des rendements qui sont là, c'est le rendement annualisé, mais ça dure que 6 semaines. Donc, c'est pour se rendre compte de la quantité qu'il est possible de générer. Et évidemment, petit disclaimer, si jamais ils rajoutent des saisons, ces rendements peuvent évoluer à la baisse. Donc voilà pour ça, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans les différents chats et vous aurez aussi le lien dans le doc en description pour ceux qui sont sur YouTube également. Hop. Parfait. Il y avait une question pour Joe, le lien entre Fluid et Jupiter, quel protocole des deux en sortira le grand gagnant pour toi? En fait, ils bossent ensemble, ils font 50-50 sur les revenus, donc les deux en sortiront gagnants si en tout cas ils arrivent à flip Camino. Moi je mise plutôt sur ces acteurs que Camino en tout cas. Voilà. Tac. On a Pump Fun qui a annoncé le Dynamic Fee. Donc en fait ils vont. J'avais la. Ah c'est dommage, je l'ai pas ici. En fait, avant, les fees sur Pump Fun étaient fixes. Peu importe le market cap, c'était les mêmes fees. Aujourd'hui, les fees sont beaucoup plus gros pour les market cap basses. Et après, ça descend petit à petit en fonction de la market cap. Ce qui fait que les petits créateurs aujourd'hui sont beaucoup plus incentivés non seulement à pas rug, mais surtout à avoir un budget, que ce soit pour le marketing ou peu importe. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés depuis avec des innovations. C'est assez intéressant parce que du coup, ils gagnent beaucoup d'argent et ils peuvent faire quelque chose de cet argent. Donc c'est très bien parce que ça incentive les bons créateurs à venir à bien utiliser cet argent et à développer leur business, leur shitcoin, peu importe ce qu'ils font sur PumpFun. Et en plus de ça, il y a le CTO qui est beaucoup plus rapide. Ce qui veut dire que s'il y a un dev qui rug quand même, il va pas gagner des fees très longtemps parce qu'il suffit que quelqu'un de la communauté veuille le récupérer, il envoie un message à PumpFun, PumpFun va le traiter très rapidement et le token devient communautaire et n'appartient plus au dev et donc il ne touche plus les fees. Donc je trouvais ça intéressant parce que c'est un pas fait vers les créateurs. Aujourd'hui, PumpFun se place dans la narrative créateur capital market. En clair, tout pour les créateurs, pour la création et pour le développement de l'écosystème. Je trouvais que le pas était assez sympa et c'est assez intéressant parce que du coup, je pense que PumpFun va un petit peu évoluer. Ce sera intéressant à suivre.
On a aussi, vous avez peut-être entendu parler, les TCG qui ont explosé récemment. On a Courtyard, je crois que c'est sur Polygon, Collector Crypt et Figitals qui sont sur Solana, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Alors moi j'ai les Dune juste ici. Ce qui m'a étonné, c'est que on n'est pas sur un cas à la football.fun ou l'autre truc avant, là, j'ai oublié, bon bref, c'est-à-dire des petites ads qui ne durent pas longtemps. Là, on est sur un PMF qui grandit. Voilà, vous pouvez le voir là depuis juin 2024, ça fait déjà plus d'un an. En fait, ça monte et ça monte de façon croissante et ça, c'est vraiment de l'adoption. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où les gens se barrent. Juste, il y a de nouveaux gens qui arrivent et c'est très intéressant. Alors, faites attention parce que du coup, les tokens de ces projets, enfin, il y en a qu'un qui a un token, je crois que c'est Collector Crypt ou alors Courtyard, je sais plus. Il y a un carte quelque part, il a explosé, voilà, c'est pas, on s'en fout, voilà. Peut-être que ça marquera le top. Par contre, le PMF, je trouve qu'il est trouvé et je pense que c'est un cas d'utilisation qui va continuer d'exister parce que ça fait sens en fait. En fait, c'est comme, je sais pas si tu avais suivi le TCG avec Pokémon qui avait explosé, bah, c'est pareil mais on-chain. Donc c'est assez intéressant. Et ça, c'est très addictif. Donc, bien évidemment, si vous n'êtes pas responsable, évitez de toucher à ça. Mais ça reste intéressant. Ouais, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, le token dont tu parles, c'est celui de Collector Crypt, Cards, NFA, Dior, etc. Je n'en ai pas, personne n'en a chez Decrypted. Je connais pas la tokenomics, etc. Juste faites gaffe avec ces bousins-là. Mais en tout cas, le concept, le marché est pas inintéressant. Donc ça fait plutôt plaisir à voir. Attends, je vais répondre à Maya rapidement. Oui. C'est-à-dire quoi? Incentive, ça veut dire incitation. Et j'aime qu'il y a beaucoup trop bu. Voilà, c'est bon, on a compris. J'aime qui doit poser cette bouteille. En parlant de bouteille, justement, il y a une bouteille sur Solana qui va sauter, un bottleneck qui va sauter. Celui-là, il n'était pas facile à trouver comme jeu de mots. Je vous l'accorde, il est pour moi. C'est celui du consensus, puisque Solana a approuvé, la communauté, la DAO, hein, tout simplement, a approuvé la mise à jour Alpenglow. Si jamais vous voulez des détails sur Alpenglow, vous regardez ma vidéo sur Solana qui est sortie sur ma chaîne, j'en parle dedans évidemment, parce que c'est ultra intéressant, ça va grosso modo permettre d'avoir des blocs qui se finalisent plus vite, donc une meilleure sécurité sur la chaîne, et aussi d'augmenter les TPS, parce qu'on va un petit peu changer la manière dont les validateurs vont voter. Donc voilà, ça a toujours intéressant à suivre, et toujours un petit rapport sur Solana avec des chiffres, des applications qui génèrent beaucoup de revenus, qui génèrent beaucoup plus de revenus que 2024, même si c'est un petit peu moins que début 2025. On a toujours 145 milliards de dollars d'ex volume, ce qui est toujours énorme, plus 200% par rapport à l'année dernière, le nombre d'adresses qui augmente, la REV aussi. Bref, Solana, c'est une chaîne qui marche, c'est une chaîne qui génère des revenus et dont les applications génèrent des revenus aussi, donc ça c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, dans ma vidéo sur Solana, j'en parle de toutes ces applications qui sont en croissance et qui génèrent quelques petites pépettes par semaine. Donc voilà, Solana qui continue d'avancer, c'est plutôt très très cool. Et t'as fait une petite erreur, je pense qu'il n'y a pas de DAO sur Solana? C'est un vote de validateur, non? C'est un vote de validateur. J'ai improvisé, j'ai peut-être. Après, peut-être que ça s'appelle une DAO aussi, du coup. Mais en tout cas, c'est pas la communauté, quoi. C'est les validateurs. C'est le vote de validateur, c'est voilà, les stakers. Au global. Ok. Pas tous les validateurs. Ok. Alors, du coup, j'avais rien préparé, moi. Là, tac. On a, si la page veut bien charger, on a Linea qui a annoncé déjà l'airdrop et qui a annoncé avoir beaucoup de TVL. Alors, on a vu beaucoup de gens être étonnés. C'est vrai que la TVL, je vais vous la montrer parce que c'est vrai que c'est une œuvre d'art. Et en fait, ça, c'est un truc que je pense je vous ai déjà raconté, mais que je vais re-raconter. Voilà, ça, c'est la TVL. Monstrueux. C'est passé de 160 à 1 milliard 200 millions environ. En 3 semaines. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des deals, bien évidemment en blockchain, pour attirer de la TVL. C'est-à-dire que tu vas voir ta whale, tu lui dis viens chez moi, tu vas te gagner tes 10% d'APR si tu fais ton truc là en DeFi, et moi je te rajoute 10%. Et ces 10%, qui c'est qui les paye? C'est les holders, bien évidemment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je suis allé chercher, je suis le seul con du CT à m'être fait chier comme ça.
Je suis allé chercher du coup déjà de la data sur les bridges. On voit évidemment qu'il y a très peu de dépositeurs pour énormément de montants en ETH. Et en fait, on voit que les plus gros dépositeurs, ils ont déposé avant l'annonce de la campagne. Donc en fait, et ça a été un petit peu annoncé, même si c'était annoncé un peu en soum par Linea, qu'ils avaient une campagne qui était privée. La campagne privée, c'est pour les whales. Et du coup, j'avais calculé, je m'étais fait chier on-chain pour aller regarder combien avait été déposé. Il y a au moins 300 millions de dollars que j'ai pu retracer, qui sont du coup à peu près quasiment sûrs des deals privés. Et ça, c'est pour quoi faire? C'est pour qu'on parle d'eux, pour que le truc n'ait pas l'air mort, alors qu'il l'est. Enfin, il est. Je sais pas qui utilise Linea actuellement, je me demande. Après, il y a des incentives en ce moment, donc ça va faire parler de lui, ça peut fonctionner. S'il y a un moment où Linea doit se bouger le cul, c'est maintenant. Et écoute, s'ils devaient payer des whales pour ça, tant mieux pour eux. Ce qui est rigolo, c'est que en même temps, Arbitrum a lancé sa campagne Drip. Donc je sais pas si c'est un timing qui a été mal choisi ou si c'est une réponse en mode vous n'aurez pas mes clients, puisque ce sont tous les deux des layers 2 qui sont Vous n'aurez pas ma TVL. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, si jamais vous voulez des incentives, allez peut-être chez Arbitrum. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour Arbitrum. Je trouve qu'ils font du bon taf. Linea, pour le moment, ils nous ont juste chié dessus. On verra s'ils apportent vraiment de la valeur. Je serais très curieux parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes sur Linea et il y a une valo qui est délirante, je crois, en pré-market. Voilà. Oui, ça d'ailleurs, c'est combien la valo en pré-market, Ilan? Je sais plus, ça fait un moment. Elle a dû chuter depuis. Voilà. Je vais aller vérifier. Elle a chuté à l'annonce de l'airdrop, je me souviens, parce que les gens étaient déçus. Donc là, le token tourne à 3,08. 3,08, ça nous donne combien? Je pense que ça doit être. C'est pas marqué 3 dessus milliards, grosso modo. Non, il n'y a pas la FDV. Ça donne 2,17 en FDV. Ok. 2,17 milliards, je crois que ça les place tout dans le top 3, je crois, des layers 2, j'ai vu passer. Il doit pas y avoir. Faudrait que je cherche avec les layers 2, mais grosso modo, c'est un peu le topo. Après, j'ai pas non plus vu comment ça payait, parce que si ça se trouve, ça paye peut-être pas trop mal. Hein. Si tu déposes sur Linea et que tu as plus de récompenses que sur Arbitrum, ça peut être plus intéressant. Après, il faut prendre les récompenses et tranquillement les dumper. Et Psycho qui demande c'est AV qui fait la TVL. Oui. C'est majoritairement AAV, suivi de Renzo pour le liquid restaking. Enfin d'ailleurs, non pas Renzo, parce que du coup ça ça doit être la TVL en ETH liquid staké. Et derrière on a EtherX et Euler. Et après c'est plein de petits trucs qui ne servent à rien, mais EtherX qui est un DEX dédié à la chaîne, grosso modo. Donc, mais c'est majoritairement du AAV qui fait le boulot. Mais un truc qui est assez... attends, je vais montrer du coup. Un truc qui est assez... qui est pas ouf quand tu vois une L2, c'est ça en fait. Quand tu vois que c'est que des protocoles qui sont sur 10 chaînes différentes, ça veut dire qu'ils sont juste là pour capter un petit peu les miettes qu'il y a sur la chaîne, mais il n'y a pas la chaîne qui amène vraiment son savoir-faire, ses développeurs, son PMF. On a EtherX, je pense que c'est assez qualitatif. Après, il y a Mendy, je m'en souviens, putain, j'avais farmé là-dessus, quelle merde. Il faut savoir... Oui. Il faut savoir que là, dans les top 10, 11, dans top 10, 12, 13, c'était les protocoles les plus en vogue quand il fallait farmer Linea. Je le sais parce que j'ai une vidéo sur Linea qui sortira sur Coin Academy aussi. Et dans les articles de Coin Academy, ça parle de ces protocoles-là en 2024 du coup. Alors qu'on voit que c'est AAV, EtherX, Euler qui règne la majorité de la TVL. Et c'est ceux qui ont été choisis aussi par Linea sur le programme, donc c'est pas juste ça, c'est vraiment que les petits protocoles ont été juste supprimés de ce panier. Bien fait. C'est pas de bol. Tac, c'est à moi de jouer en plus. Hop, tac. Oui. Paf. On va parler de Hondo Global Markets qui a enfin lancé, on va parler de Hondo qui a enfin lancé les Global Markets plus tôt. 63 millions de TVL, c'est la valeur tokenisée de toutes les actions. Pour le moment, je crois qu'il y en a une centaine de têtes, si j'ai bien vu, si je me souviens bien. À peu près 100 actions tokenisées différentes. On voit la répartition ici. Directement sur le Dune. D'ailleurs, si vous voulez le Dune, vous pouvez le regarder. Ça fait de Hondo
je pense, déjà à l'heure actuelle, le leader des stocks tokenisés, parce que StocksFi tournait à 50 millions de TVL de stocks tokenisés, Robinhood est beaucoup plus bas à quelques millions, et je ne pense pas en avoir d'autres en tête dans ce domaine-là. Donc ça fait 63 millions de TVL. Pour le moment, ça grossit plutôt bien. On a eu pas mal d'inflow. On va voir où est-ce que ça plafonne, pardon. Je pense qu'on atteindra les 100 millions très rapidement et on verra ensuite ce que ça donne. On a du SP500 tokenisé en une grande majorité, une deuxième fois ici. Ici, on a des bonds tokenisés et ensuite, c'est grosso modo des ETF mondiaux, également du Nasdaq et après plein de petits trucs par-ci, par-là. Donc, ça reste majoritairement du SP500 pour la majorité de la TVL. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus? C'est une bonne question. Et Psycho qui dit X-Stock. Quand je disais StocksFi, je pensais à eux. Je crois que c'est le compte Twitter qui s'appelle StocksFi, Oui. mais oui, c'est X-Stock qui est à on a combien? Ah, 61 millions. Ça a augmenté un petit peu. Il se tire la bourre. Donc voilà Intéressant. pour les deux. Mais moi, je trouve que le virage est intéressant. Ondo, j'ai toujours beaucoup critiqué. Là, au moins, ils apportent une valeur que peu apportent. Maintenant, après, il faut faire du volume, il faut que ce soit adapté. Mais c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est dans son temps, c'est très bien. Tac, moi on a un gars qui a testé la technologie Salt, on en avait parlé, je sais plus, il y a 2 semaines peut-être. C'était une technologie pour scale encore plus méga ETH en paralysant. Et le mec, du coup, il a paralysé, mais il a paralysé en envoyant des TX. Donc, il a balancé 80 000 min TX. Alors, des min TX, ce ne sont pas des TX qui sont très lourdes, mais MegaTH s'est quand même pris dans la gueule sur le testnet 80 000 transactions, ce qui est très bien. Il n'a pas flanché, comme il dit, tout s'est bien passé. Ça prouve quand même que MegaTH a une tech qui est très solide. En plus, connaissant un petit peu la team et ce qu'ils font, c'est des gens qui vont pas laisser trop de marge d'erreur. Je pense qu'on va très rarement voir MegaTH, peut-être jamais, flancher, parce que voilà, ils veulent avoir une marge qui est conséquente pour pas que ça arrive. Donc voilà, on attend encore beaucoup, même si la hype est redescendue. Il y avait un moment, il y a 2-3 mois, où c'était la full hype sur hype. Là, c'est sur MegaTH, pardon. Là, c'est redescendu. Et comme me demandait Psycho, MegaTH c'est prévu pour quand? On n'a pas de date, on sait que ce sera en Q3 de ce que ça avait été dit. Q3, pardon, non, Q4 du coup. Mais ça a été dit Q3 peut-être, mais là on arrive dans 23 jours à la fin du Q3. Je sais pas, mais en tout cas, normalement c'est très bientôt de ce que ça a été dit. Okay. Et ouais, il y avait que des rumeurs. oui, c'est que des rumeurs, c'est des fois, t'entends les founders qui disent ça arrive bientôt, mais on n'a pas de date en fait. Et je fais partie des gens qui pensent que ça arrivera comme un cheveu sur la soupe, ce sera du jour au lendemain, boum, c'est là, le mainnet est là, allez l'essayer. Je pense pas qu'ils feront d'annonce avant. Enfin, on verra, mais ils aiment bien les surprises. Ensuite, on a Eternal Labs, du coup, qui... alors, l'annonce est huge. Asseyez-vous, elle est très, très huge, parce que je crois que c'est du jamais vu. Les gars, ils ont, du coup, Stablecoin X, qui est, du coup, l'entreprise derrière, l'entreprise stock, qui a levé 530 millions, et Eternal, du coup, va racheter du ENA avec 530 millions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 14% de la supply. Si vous comparez à ETH, à Solana ou même à Bitcoin, ça n'a aucun sens. Enfin, imaginez 14% de Ethereum qui est buyback, quoi. C'est quoi? C'est 30 milliards? C'est ça? 14% d'ETH réel. Oh la vache. Ouais. Beaucoup, Donc voilà. Ouais, on va dire que c'est au moins 30 milliards. Comme ça, on a une grosse louche. Au minimum. Et en plus, c'est malin entre guillemets parce que voilà, ils vont dépenser 5 millions par jour si ENA est au-dessus de 70 centimes et 10 millions si c'est en dessous. Donc pour le moment, ils dépensent 5 millions par jour sur le token. Je trouve ça monstrueux. Alors, il y a plein de gens qui vont dire c'est un Ponzi. Je vais vous le dire ça aussi. Parce que c'est pas du tout ça va. Mais mes bagues up en fait. Donc tant que je sors en gage, j'en ai rien à foutre. Et je pense que ça, il faudra s'y habituer parce que c'est un des trucs qui va faire pump nos bagues, hein, les gars. Je suis désolé de le dire, mais... Ça fait pas mal d'argent, 10 millions par jour, n'empêche. Ça fait beaucoup d'argent, surtout sur un token qui est à 1 milliard ou 2, je sais pas. Parce que on reparlera d'Hyperliquid. Tout le monde se touche la nuit sur Hyperliquid, c'est pas le problème, hein, mais 10 millions de dollars. Hyperliquid, alors attendez. Il a 12 milliards. C'est 46 milliards de FDV, 15 de market cap.
Ils 15. font pas 10 millions par jour. J'ai dit 10, 15 milliards de market cap. Ethena, c'est 5 milliards de market cap, 11 en FDV. Hyperliquid fait quoi 3 fois moins de buyback, ils font quoi 4-5 millions par jour, allez disons 2 fois moins. Ils font autant, voire 2 fois moins. Et Ethena fait 3 fois moins la market cap. Donc ça fait pas mal d'argent. Ouais, Quand on reste au-dessus de 70, on voit que les gens ils sont en mode allez, on push pour que ça soit au-dessus c'est ça. des 70 centimes. Ok, pas inintéressant. Clairement pas inintéressant dans tous les cas, hein. C'est le Ponzi final, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Ouais, franchement, c'est huge. Mais j'en ai Et pas mal oui, parlé aujourd'hui. Je suis très positif sur Ethena, et même si c'est un Corentin Ponzi. qui fait très bien de le souligner, on l'avait souligné quand c'était paru, quand ils avaient fait la proposition, la première annonce. Évidemment, c'est des tokens, ils rachètent des tokens bloqués, donc fondamentalement ça n'a aucun impact. Enfin, ça n'a pas aucun impact, mais c'est pas l'impact qu'on voudrait bien lui prêter. Il faut l'avoir en tête, et c'est très bien de le souligner. Mais ce qui compte, c'est que le marché soit débile, complètement con, fracassé du bocal, et ça nous arrange. Enfin, ça arrange ceux qui en ont, évidemment. Tout à fait. Je vais pouvoir enchaîner moi avec Peace qui fait une annonce qui, grosso modo, va se résumer en un mot, c'est expansion. Ils vont étendre leur... en gros, ils disent qu'ils ont déjà atteint la fin de leur phase 1 qui était d'être un oracle on-chain, etc. Et que maintenant, ils veulent aller donner de la data sur d'autres types de marchés. On voit ici des différents trucs, risk model, compliance, etc., etc. Ils veulent aller aussi sur les marchés TradFi, aller chercher, enfin être ce pont justement, on parle de RWA, etc. Ils veulent être aussi ce pont qui permettra d'aller chercher de la data de RWA pour la publier sur la blockchain directement. Grosso modo, ils veulent faire ce que fait Link aussi, c'est-à-dire étendre leur marché, étendre leurs partenaires, etc., etc. Donc plutôt intéressant, plutôt cool pour cet oracle. Et on a deux petites news du côté des tokens de sexe. Deux mécanismes similaires, grosso modo. On a d'un côté, alors on a le poste de Joshua qui reprend un petit peu les différentes news autour de ça, mais on a eu, comme vous le savez peut-être, OKX qui avait burn 90% de sa supply, on avait le BNB qui est évidemment lié à Binance et qui sert à différentes choses sur la plateforme et qui est extrêmement buyback aussi par les projets qui veulent se lancer puisqu'ils doivent en staker sur Binance. On a la fameuse Crow Treasury Company entre Trump Media et Crypto.com et du coup on a eu la même chose, une chose similaire du côté de Bybit avec le layer de Mental avec lesquels ils bossent pour que Mental soit, alors je sais pas précisément quel est le but à part juste de dire que Mental est un peu le layer 2 de Bybit grosso modo. Évidemment on va burn des tokens. On va utiliser quelques revenus pour aller buyback et burn du MNT, plus d'autres petits trucs aussi. Donc les layers 2 avec les tokens de sexe qui marchent plutôt bien. Et on a pareil du côté de BitGet qui, alors je sais pas du coup qui a suivi qui. Le post date du 5, donc peut-être que c'est BitGet qui a fait l'annonce en premier, mais on a aussi BitGet qui va collaborer avec le layer de Morph, que vous connaissez probablement pas, je pense, parce que c'est pas un truc très connu, même si il y a beaucoup d'abonnés, c'est pas tellement un truc qui est très suivi par chez nous. Mais du coup, BitGet qui va collaborer avec eux pour que le BGB soit le token de gaz sur le layer de Morph. Et aussi, il y a les BGB qui sont transférés sur cette chaîne-là. Et quoi d'autre on a eu aussi du burn, il me semble. On a eu du lock, pas du burn, mais du coup, on a eu du lock. Ah si, on a eu du burn aussi, 220 millions de BGB. Donc, on a des layers 2 qui bossent avec des sexes qui permettent aussi à ces tokens-là de mieux se porter. Grosso modo, des tokens de sexe qui sont pas inintéressants et qui peuvent constituer des opportunités si jamais le cœur vous en dit. Hop. Ok. Je vais juste revenir sur Ethena parce que du coup je faisais un petit dig pendant. Il y a un truc qui me perturbait. En fait, puisqu'il parle de prix, je crois que c'est vraiment
ils vont vraiment acheter sur le marché. J'ai l'impression qu'il y a deux sales différentes. Il y a une sale sur des Lokena, comme c'est marqué là. Il y a une sale sur vraiment les marchés en eux-mêmes. Peut-être que c'est divisé en deux. J'ai l'impression que c'est pas très clair. J'essaierai peut-être de vous dire Ça ça l'est pour pas. la semaine prochaine. Ça l'est pas du tout. Hein. Mais dans tous les cas, ça bloque de la supply. On est content. Voilà, bref. Next. On a Tempo. Alors, avez-vous entendu parler de Tempo? J'étais choqué. Non, Hein. j'ai pas entendu parler. C'est une folie. Tout le monde dans le CTUS en parle. Et CTFR, j'ai vu personne en parler alors que ça redéfinit énormément de choses. En fait, actuellement, l'écosystème fait une crise d'adolescence. C'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout où il va. Et Tempo, c'est un peu ça. C'est le bouton d'acné qui remet tout en cause. C'est un layer 1 stablecoin. Alors, on va dire encore. Sauf que dessus, tu as des partenaires comme Anthropic, Deutsche Bank, DoorDash. On a OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa. En fait, c'est une layer 1 qui a déjà toute la distribution nécessaire pour fonctionner et du coup qui peut étaler tout le monde. Et du coup, ça fait peur à beaucoup de gens parce que peut-être que nos blockchains ne seront pas les blockchains publiques, Solana, Ethereum, Avax, qui voulaient Cosmos encore moins. Peut-être que ce ne sera pas ça qui va être adopté et que ce seront des solutions très corpo, parce que eux ils font un layer 1 avec leur set de validateurs qui sont composés de leurs partenaires. Donc voilà, c'est pas permissionless au niveau de la validation. C'est permissionless au niveau de l'EVM, donc tu peux lancer un peu ce que tu veux dessus pour le moment en tout cas, mais ça reste un truc qui est très centralisé, très maîtrisé. Et du coup, ça pose beaucoup de questions. Une autre question, c'est... Alors, on a eu les if maxi au bord du suicide quand ils ont vu que c'était une layer 1 et pas une layer 2. Et Matt Wang, qui est du coup founder chez Paradigm et qui back le projet Tempo, donc c'est back en plus par Stripe et Paradigm, j'ai oublié de dire ça parce que c'est très important. En fait, il dit qu'ils n'ont pas choisi un Ethereum L2, tout simplement parce qu'ils veulent déjà être indépendants, ne pas dépendre de l'avancement de Ethereum. On le sait, Ethereum avance assez lentement, tu es dépendant de sa scalabilité. En réalité, je les comprends sur ce point de vue-là. Et ils voulaient en plus avoir un réseau décentralisé avec leurs partenaires. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que les partenaires fassent confiance à une seule personne dans ce groupe. Et comme ça, tout le monde a ses validateurs et tout le monde se fait confiance plus ou moins. Voilà. Vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est un truc qui a beaucoup tourné parce que ça offre un nouveau point de vue sur les attentes des institutionnels. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui vont se prendre une claque de réalité, un retour à la réalité dans pas longtemps, quand les institutions vont arriver et qu'on va se rendre compte que les attentes des institutions ne sont pas les nôtres, en fait. Et peut-être que ce genre de solutions vont commencer à foisonner maintenant que la régulation est passée et que l'écosystème va changer. Je sais pas. C'est très intéressant à suivre, il y avait eu plein de débats. Je sais pas, quel est ton avis, toi? Comment tu vois ça se développer? Bah, on en avait un peu parlé, je crois, dans des émissions précédentes où il y avait d'autres layer 1 stablecoins qui devaient se lancer, dont j'ai Ouais. oublié les noms, donc je m'aventurerai pas à les redonner. Mais c'est un peu ce que je disais, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de projets crypto qui déçoivent juste parce qu'ils n'ont pas ils ont pas les contacts, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas La ils ont pas distribution. la distribution, etc. C'est très crypto-natif. Et les crypto-natifs, ce qu'ils veulent, c'est des airdrops et après déserter le projet. Donc ça marche pas dans ce sens-là. Je pense que et je pense que c'est même pas un drame. Je pense juste qu'il faut être OK avec ça. C'est qu'aujourd'hui, les crypto-natifs, on est juste pas assez nombreux pour que les projets se lancent et soient viables à large échelle, parce qu'on des crypto-natifs, on a beau être de plus en plus nombreux, on restera une minorité et une majorité de gens veut pas être crypto-natif, ne comprend rien à ce qu'on fait, ne sait même pas ce qu'est Bitcoin. Donc à partir de là, la seule chose qu'on peut faire, c'est que les entreprises tradis, les moyens de paiement tradis, etc., créent leur propre L1, créent leur propre infra et qu'ils aient en fait en interne directement des solutions. Peut-être qu'ils vont créer des applications, etc., etc. Je crois qu'on avait Visa aussi qui voulait lancer son propre truc ou quelque chose comme ça. Enfin, en fait, Non, c'est Stripe, non? oui, ou peut-être Stripe, je ne sais plus exactement, mais
on arrive dans ce moment où on se rend compte que il y avait aussi Google, voilà, Google, pendant qu'on y Circle, pense. Circle et que Plasma. sais-je. Ouais, c'est ça. Il y en a tellement, c'est Ouais. quelle folie. Ouais, mais ils ont pas autant de partenaires. Ils ont déjà des bons partenaires, mais alors eux, Oui, évidemment. c'est le gâteau, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, on arrive dans ce moment où on se rend compte que les crypto-natifs, c'est pas suffisant et qu'on va passer par des moyens tradis et que ça va donner des infrastructures de blockchain qui vont être plus centralisées, où ça va être un peu des copains entre eux qui vont faire tourner ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai envie de dire, c'est déjà le cas aujourd'hui. Après, c'est un peu con d'avoir une blockchain, de créer des blockchains qui sont centralisées alors qu'à la base c'est le contraire. Franchement, c'est des débats qui sont intéressants. Les deux se tiennent. Je pense que si on veut être un peu bullish pour l'adoption de la blockchain en général et attirer plus de gens sur des shitcoins et faire des trucs, des galéjades et des carabistouilles on-chain, ça peut être que net positif. C'est juste, entre-temps, il y a des tas de trucs qui vont mourir et il faut l'avoir en tête, hein. Même des blockchains qu'on a à l'heure actuelle, peut-être des Aptos, des Sui vont peut-être mourir, ou peut-être que, je sais pas, peut-être d'autres blockchains, des Berachain, ça va probablement mourir, mais peut-être encore plus vite. Enfin, vous comprenez l'idée, il y a des trucs entre-temps qui vont souffrir et on verra ce qui reste dans 10, 20, 30 ans, que sais-je. Mais tu veux que je te fasse un comparatif? Moi, tu sais que j'escalade beaucoup. J'ai commencé très tôt l'escalade, un peu avant que ça se démocratise beaucoup. Et du coup, moi, j'ai vécu un peu avec des valeurs qui sont différentes d'aujourd'hui, où maintenant que c'est démocratisé partout, les valeurs se sont un peu perdues. Quand je rencontre des gens qui connaissent depuis 1 ou 2 ans, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a été perdu entre-temps. Et je pense qu'en fait, quand tu démocratises quelque chose, forcément, tu perds en fait les valeurs de base, parce qu'on n'est plus dans un petit groupe de gens un peu spéciaux, c'est tout le monde, et du coup, forcément, on perd les valeurs. Et je pense que c'est ce qui se passe en crypto, tu vois. Mais actuellement, tu vois, si je cherche un pote pour regrimper, je vais en trouver. Il y a beaucoup plus de monde. Et c'est ça qui compte au final, tu vois, c'est que ton truc il soit adopté, même si ça demande des sacrifices. Faut accepter. Et puis, si vous voulez investir, je pense qu'il y a un moment où il faut que vous disiez est-ce que vous voulez gagner de l'argent ou avoir raison. Moi, je pense que bet avec ses valeurs, ça commence à être de plus en plus dangereux. On le voit depuis quelques années déjà. Voilà. On a Non, vu mais Cosmos. c'est sûr que c'est un débat intéressant. Et de toute façon, j'ai envie de dire, la démocratisation, on la voit ne serait-ce que dans notre tout petit écosystème. Au début, Bitcoin, c'était des énergumènes Ouais. qui ont eu la vision. Puis après, ça a monté. Les gens, ils sont un peu, ils sont venus peut-être pour l'argent, peut-être pour la vision. Aujourd'hui, les mecs, les tout premiers qui avaient du Bitcoin, ils étaient en mode putain, le cash system, électronique, peer system, etc. Truc de ouf, on peut s'envoyer de l'argent sans intermédiaire, etc. Et aujourd'hui, Bitcoin, c'est plus une réserve de valeur. Donc on voit qu'avec le temps, l'utilité même de Bitcoin, elle a été un petit peu dévouée, enfin pas dévouée, elle a un peu déraillé de ses premiers rails. Et Ethereum, au début, c'était la décentralisation. Aujourd'hui, on crache à la gueule d'Ethereum parce que c'est lent. Enfin, c'est plus Ouais. on est nombreux et moins les idéaux de privacy, de décentralisation. De toute façon, la décentralisation, ça fait bander personne. Si je vous dis décentralisation, même si je me rapproche très très proche du micro et je vous dis décentralisation, je pense que vous n'allez pas avoir une demi-molle, c'est juste tout le monde s'en branle. Et on voit ça même dans le monde tradi, sur les réseaux, etc. Donc c'est normal que ça vienne aussi avec la blockchain. Mais est-ce que Mais c'est un quelqu'un débat qui est infiniment intéressant. ouais. Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit tiens, je vais aller sur cette blockchain parce qu'elle est décentralisée, ou est-ce que je vais investir dans ce token parce que la blockchain est décentralisée? Oui, moi j'ai mis tous mes économies sur Ethereum et je paye 3 euros par transaction pour pouvoir les mettre sur AAV et j'adore ça, merci beaucoup. En vrai, moi je me régale sur Ethereum en ce moment, c'est tellement pas cher, ça fait je suis assez content. C'est vrai, c'est vrai. On va pas trop critiquer, des fois je paye 8 centimes, je suis là, voilà, la dinguerie. Enfin bref, avec tout ça, je me suis perdu, je sais plus, c'est à toi? Oui, c'est à toi. Je sais plus où est-ce qu'on en était, je vais reprendre parce qu'il faut parler cette fois du Saint Token. Alors Saint Token qui va être un peu moins sain cette semaine. Alors on lui crache un peu à la gueule dessus, mais léger, 3 fois rien. Enfin moi particulièrement, j'ai envie de pousser une gueulante. J'ai déjà poussé une gueulante sur X. Et là je vais m'intéresser à vos avis dans le chat sur le stablecoin Hyperliquid. Quel est votre avis sur ce stablecoin? Je vais vous donner le mien au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différentes news. J'ai pas repris toutes les news parce que ça a été un bordel sur les 3 derniers jours, les dernières 48 heures, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette première annonce d'Hyperliquid.
Ok. Le but, c'est de dire quoi? On va réduire les frais pour le spot. Ok, bon, ça, pas inintéressant. Et ensuite vient la question de l'USDH, le ticker USDH, le USD Hyperliquid. Avec cette annonce vient un forum de discussion dans lesquels les équipes de différents projets, différentes teams indépendantes, plus ou moins grosses, plus ou moins importantes, on va y revenir, peuvent donner leur vision si jamais ils obtiennent le ticker USDH et ce qu'ils veulent en faire. Donc, à partir de là, il s'est posé plusieurs questions. Parce que ce ticker USDH, il sera voté on-chain dans la proposition initiale que je vous montre là, donc la première annonce. Il va être voté on-chain en fonction, les stakers vont voter. Donc ça pose déjà un premier problème. Le premier problème, c'était que la fondation Hyperliquid possédait 75% du staking de Hype, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je vais retrouver... je vais pas retrouver la news, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de réduire une partie de leur staking et de redistribuer ailleurs. Sauf que, ils sont toujours majoritaires. Bon, ils avaient toujours 60% à ce moment-là. Donc du coup, ça change rien. Et ils ont dit, oui, on va distribuer plus, ils n'ont pas distribué plus. Et du coup, à partir de là, la troisième annonce qui a été faite, c'est que la fondation Hyperliquid ne va pas voter pour un des projets et votera pour le projet qui sera le plus voté sans eux. Ok, donc déjà, en 48 heures, ils ont changé 2 fois d'avis, ils se sont rendus compte que les gens n'étaient pas forcément contents. Pourquoi pas? Ensuite se pose la question de savoir qui va hériter de ce token-là et qui va en faire quelque chose d'intéressant. Mince, j'ai pas Discord d'afficher là. Je vais vous montrer par exemple. Tac. On va revenir rapidement. Je pense qu'on va pouvoir retrouver différents trucs. On a des différents projets qui veulent se lancer. On a notamment Max, je crois que c'est Max Miège son nom, un truc comme ça, Max quelque chose, Fiège, pardon, qui a notamment fait la première proposition. Genre le truc vient de pop, et ce gars-là, il fait la proposition genre dans la demi-journée. Donc lui, il était, je pourrais dire qu'il était au courant, mais il était prêt à faire cette proposition. Donc l'idée, c'est de dire que ce stablecoin sera backé par des treasury bills parce qu'il faut que ce soit compliant. C'est noté, je sais plus trop où, dans cette phrase-là. Il faut que ce soit compliant, donc il faut que ce soit backé par du vrai dollar, donc probablement des treasury bills américaines. Ensuite, on a notamment Paxos, qui est venu créer une proposition, etc., en disant on pense être une équipe pour le faire, etc. Et donc là, tout le monde s'est touché la nouille en se disant oh là là, Paxos, OMG, trop bien. Paxos, je le rappelle, c'est ceux qui étaient notamment derrière le BUSD qui s'est fait shutdown par les régulateurs parce que Paxos avait notamment mal fait son boulot de check sur le BUSD. Donc c'est pas que de leur faute, c'est aussi la faute du BUSD, mais ils ont mal fait le boulot. Donc les gens viennent dire que Paxos c'est trop bien, que Paxos vienne proposer ça c'est trop bien, etc. Et qu'est-ce que Paxos propose? C'est de dédier 95% des intérêts du stablecoin au buyback Hyperliquid de Hype, encore une fois, pour être dans la vision du Hype, etc. Il y a tellement de problèmes qui ne vont pas dans ce que je raconte. Normalement, c'est censé... Moi, en tout cas, je trouve que la proposition, elle est complètement fêlée du bocal. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun foutu sens. Pourquoi est-ce que une entité externe à Hyperliquid doit s'assurer, parce que là on parle de l'USDH, il faut quand même avoir en tête que ce sera un truc qui va backer des marchés spot, peut-être les marchés perp, et que sais-je dans le futur. Pourquoi est-ce qu'une entité extérieure doit être à l'origine de ce stablecoin, gérer ce stablecoin? Ils vont gérer les bridges, ils vont gérer la trésor, ils vont gérer la redistribution des revenus. Pourquoi est-ce qu'on met entre les mains d'une team extérieure une chose aussi essentielle qu'est le stablecoin? Moi personnellement je ne comprends pas, et que ce soit une grosse ou une petite team, que ce soit Paxos, que ce soit une team à part, il y a Frax qui a essayé de proposer, il y a je ne sais plus qui a essayé de proposer, Ethena tu m'as dit, j'ai pas eu le temps de vérifier aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait ça n'a aucun
foutu C'est sens. mon Et take. C'est exactement genre, mon take. je t'écoute, mais voilà, je Moi, vais j'ai une juste parler de explication. je vais juste parler de cette news-là, c'est juste que je ne comprends pas ce qu'on branle avec cette histoire de stablecoin. Pourquoi c'est, enfin, lunaire. Tout ce qui se passe autour du stablecoin est lunaire, d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que Hyperliquid, ils ont tout donné pour les gens. Ils ont tout donné, ils n'ont pas de thunes, ils n'ont pas d'équipe. Et un stablecoin, ça se fait pas comme Alors, ça en claquement de ils doigts. ont quand même des thunes, hein. Ouais. Ils ont quand même 33% de supply qui est encore loqué, qui se débloque Oui, bientôt. qui est encore Donc, loqué. quand Voilà, même. qui est encore loqué. Mais je sais pas s'ils ont envie de les dump, tu vois. Donc le problème, c'est que c'est la vision qui les empêche. En fait, c'est mon hot take. J'adore Hyperliquid, j'adore la vision. C'est juste qu'il y a beaucoup d'attentes sur une team qui n'a pas les capacités, qui n'a pas envie d'avoir les capacités de la réaliser en termes d'argent et en termes de développement d'entreprise. Parce que les gars, ils sont 8. Pour réaliser la vision qu'ils ont envie et que les gens attendent, faut être 70 en fait. Et juste pour un stablecoin, il faut être au moins une dizaine. Je veux dire, tu fais pas un stablecoin. Le stablecoin, c'est tellement risqué, c'est tellement tellement dur à gérer. Tu peux pas faire. Si ils devaient le faire, et moi j'aurais préféré qu'ils le fassent eux, comme toi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, il aurait fallu beaucoup plus d'argent, enfin vendre des tokens, et surtout ailleurs des gens quoi. Et pour le moment, ils veulent pas quoi. Et c'est un peu le contre-coup de la vision à Jeff qui est limitante au bout d'un moment, je trouve. Qui est très belle, mais qui est aussi limitante. Je sais pas si Bah t'es ouais, mais d'accord. puis, mais en fait, déjà, il y a même une question, c'est si on crée l'USDH et qui vient remplacer l'USDC sur Hyperliquid à terme, parce qu'à mon avis, genre c'est à terme, l'USDH va être le stablecoin principal. Aujourd'hui, sur l'USDC, Hyperliquid ne touche rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune aura, c'est juste du stablecoin qui ne génère rien. Et c'est Circle qui génère les intérêts sur ces USDC qui sont sur Hyperliquid. Si on crée un intermédiaire qui, comme Paxos, veut buyback du hype avec les intérêts, à quoi ça sert de créer un stablecoin? On va se retrouver dans une situation où le stablecoin ne va pas générer de rendement dans tous les cas. Donc pourquoi est-ce qu'on ajoute cette complexité, cet acteur en plein milieu du schmilblick? On a juste à laisser l'USDC comme il est maintenant. Juste on va foutre la pression à Circle pour qu'ils mettent en natif sur Hyperliquid, comme l'USDT a été fait d'ailleurs avec l'USDT 0, ils mettent ça en natif sur la chaîne et ça... Okay. Peut-être que Circle veut pas d'ailleurs, mais bon. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est que Circle redistribue les revenus des intérêts directement sur la chaîne. Ça poserait des problèmes de compliance. Coinbase peut le faire parce qu'ils sont compliant, enfin, c'est régulé, etc. Ça m'étonnerait qu'Hyperliquid puisse le faire. Donc, on va se retrouver avec un stablecoin géré par une équipe externe, une petite équipe externe qui va redistribuer les revenus comme Max Liège veut le faire, ou alors avec un stablecoin qui ne va pas générer de revenus pour les holders et qui va juste buyback du hype comme veut le faire Paxos, mais du coup qui n'ajoute rien à la chaîne, à part juste un acteur au milieu qui prend sa part de 5% sur les stablecoins. Enfin, il faut se rendre compte que en fait, il n'y a rien de net positif à part dire, enfin en tout cas je trouve qu'il n'y a rien de net positif à part dire qu'on a un stablecoin Hyperliquid et que on va décentraliser un peu le listing de spot, etc., et qu'à partir de là chacun fera un peu ce qu'il veut et son schmilblick. Donc voilà pour ça, vous faites votre avis. Moi je suis particulièrement critique, d'autres seront moins critiques sur X. J'ai l'impression que chez les US, hype maximaliste, c'est l'alpha et l'oméga. Je vous le dis parce que j'ai des timelines d'Hyperliquid remplis, des listes de mecs Hyperliquid qui encensent le truc, Paxos, génial. Mais les mecs sont quand même inquiets parce qu'ils disent « Ah oui, mais votre alignement avec Hyperliquid, il est léger, faudrait quand même acheter du hype avant, hein, en vrai. » C'est vraiment... Non mais moi je les adore, hein, ils sont trop forts. Et après il y a d'autres FR qui sont plus ou moins positifs, j'ai vu des gens qui critiquent également, mais j'en ai pas vu des masses non plus, donc je trouve toutes les discussions autour de ce bousin assez lunaires, je ne comprends pas non plus l'intérêt, on verra où ça mène, mais personnellement je trouve ça très mauvais pour le coup. Et c'est pas, je suis pas en train de dire que le hype va à 25 $, hein, je suis pas en train de dire ça, mais juste que cette décision, je la trouve stupide.
du haut de cette chaîne YouTube. Je le dis, voilà, je le dis, il faut le dire, il faut le dire. Bon, encore une fois, ils veulent un truc dont ils n'ont pas les moyens de réaliser. Donc, ils font des sacrifices qui ne seront pas nécessaires, je trouve. Mais je suis assez d'accord avec toi. Après, comme dit Spockmaster, Circle doit être content, effectivement, parce que Circle, en fait, ils font 10%, je crois, de la supply de Circle. Donc en fait, ils vont perdre 10% de revenus Circle. Je sais pas si c'est la supply ou si c'est c'est combien les intérêts. le supply du SDC? J'ai vu une De toute façon, stat ils passer. gagnent. USDC, tac, c'est combien? C'est 72 milliards. Et sur Ouais, c'est possible alors. Hein. Ouais, ça doit être une dizaine de pourcents, peut-être un peu moins. Ça fait C'est peut-être 8%. 7-8%. Ouais. Donc ouais, Circle se frotte les mains du moment que personne d'autre ne prend le relais. Ouais. Je pense que Tether avec l'USDE passe en Circle puisque l'USDE rapporte 70 cents à Tether. J'ai pas compris, je relirai plus tard. Ah oui, et d'ailleurs, Si. du coup, en dehors de cette remarque sur ce stablecoin à part les couilles, je vous donne un petit dashboard pour regarder les revenus des différents builder codes. On regardait beaucoup jusqu'à maintenant celui-là, mais qui est moins à jour, sur lequel il y a moins de... Vous voyez, il n'y a pas tous les projets, tandis que celui-là est plus complet. Ça permet notamment de voir Rabi, qui a enfin... Clear All, qui a enfin lancé les perps sur le wallet. D'ailleurs, ça fait partie des news, je l'ai pas mis parce que Putain, c'est vrai. du stablecoin. Mais Rabi qui a introduit les perps, alors les revenus sont un peu bizarres. 103 $ de revenus seulement. Je pense qu'il y a peut-être un tracking Peut-être que les qui est fees sont mauvais. très bas. Alors j'avoue, il va falloir que je regarde un peu mieux en détail. Mais en tout cas, vous avez différents projets, vous avez Fantôme, vous avez tout, et vous avez même Liminal d'ailleurs. Vous pouvez traquer les revenus des différentes applications. Liminal qui fait un solide 2K par jour. Bien joué. Top. Et je vous mets ça dans dans les chats respectifs. Et voilà, c'était la parenthèse Hyperliquid. Allez, on a bientôt fini. Moi, j'ai quelques news. On a Fidelity qui lance le FD8, qui est un concurrent à Budle, et qui a apparemment du hold du OUSG de Hondo. Donc voilà, encore les institutions qui tokenisent. Donc c'est très bien. Moi, je trouve ça très très bien. Autre chose, on a moins bien. On a World Liberty Finance qui a du coup... déjà, ils ont commencé... Alors, attendez, on commence par le début. On a Justinson qui apparemment aurait emprunté des WLFI tokens depuis un sexe à 20% d'APR contre ces tokens, j'imagine. Ah, c'est son sexe. Ah bah oui, bah, c'est facile. Bah alors. oui. Eh oui. Et c'est incroyable, c'est trop bien. Et qui du coup les aurait dump sur le marché. Et c'est pour ça qu'il a fini par juste être blacklisté par WLFI. Je trouve ça incroyable. Alors Justinson qui est une merde absolue. Je connais beaucoup de merde. Humainement. Oui, humainement, c'est une merde. Hallucinant. Faites un jour un petit dig sur le type, c'est assez incroyable. Oh la vache. Ah ouais, il y en a des choses à dire. Et franchement, mérité. Alors, quand même, c'est assez effrayant parce que ça veut dire que dans le code du token, il y a une fonction freeze, tout simplement. Voilà, c'est un token qui peut être freeze. Alors, c'est une sorte de version Tether, mais c'est une crypto. Voilà. Bref, terrifiant. Et ils ont aussi, du coup, blacklisté 272 adresses en 7 jours. Voilà, donc en fait, ils ont empêché le saignement du token. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, on disait que oui, le token de la perf, aussi parce qu'il a été aidé par le projet. Je trouve ça fou. Ils ont interdit les gens de vendre. C'est un les honeypot. whales de vendre. C'est juste bien joué en fait. Quand le token dump, si on empêche les gens de vendre, il n'y a que des acheteurs. Et il fallait y penser en fait. Enfin, vous êtes... je sais pas, vous réfléchissez pas, je pense, les gars, bref, ça me paraissait évident. Est-ce qu'il te reste des news? Parce que moi, il me reste que les nullards de la semaine. Bah, parfait. Alors là, les gars, triste nouvelle. Osmosis Support qui n'a plus d'argent. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'Osmosis Support précisément? J'ai mon casque qui vient de mourir, je vais changer de casque pendant que je parle. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Osmosis précisément? C'est tout simplement parce que c'est
Ce qu'on a déjà parlé, mais jamais précisément, c'est tout simplement le downfall du Cosmos Hub, hein, pour faire très très simple, je pense qu'on peut s'arrêter là. Juste Cosmos Hub, tout l'écosystème Cosmos qui n'a aucun intérêt, qui est tout à fait inexistant, c'est la mort de tout ce qui tourne autour, là, Osmosis supporte, mais pas que, parce que même dans les TVL du Cosmos Hub, si on regarde DeFi Lama, c'est pas grandiose. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un petit indice. Il y a combien d'émissions où on a parlé du Cosmos, tu vois? Nous, on est on est tout le temps sur la TL, on est tout le temps sur ce qui est le plus important. À aucun moment, on n'a parlé de Cosmos. Je pense que ça en dit assez long. Et force aux gens qui ont acheté du Atom pour les airdrops, je pense qu'il y a un moment où vous êtes régalés, je pense que depuis, c'est un peu dur. Depuis l'airdrop Celestia, je pense que c'est dur. Ouais, ça doit être un peu dur. Je pense que c'est très très dur. Donc ça, c'était pour l'écosystème Cosmos, force à vous. Et s'il y a bien un token qu'il faut vanner, un écosystème qui était déjà très mauvais, qui avait déjà vécu tout type d'événements dramatiques, que ce soit pour ses utilisateurs et ou ses holders, et ou les délusionnels qui pensent que Multiverse n'est pas mort. Et là, ça y est, je pense qu'on a le coup de grâce, enfin en tout cas un des premiers coups de grâce, il y en aura sûrement d'autres dans le futur, mais on a X-Money qui décide de se barrer de Multiverse X et de partir sur Sui, grosso modo. Je parlerai même pas du drama X-Money en lui-même qui va remplacer son token par un token à 37 fois sa FDV actuelle, histoire de diluer les gens. Je ne parlerai pas de ça, ça ne m'intéresse pas, juste c'est comme si c'était pas assez que juste le projet se barre de Multiverse X. Ils ont décidé en plus de ça de faire en sorte que les gens soient encore plus pauvres qu'avant. Donc bien joué à eux, hein. Tout ce qu'il restait de Multiverse X vient de mourir, il restera que Atom, le protocole DeFi, mais même ça, je ne suis pas sûr que ça survive particulièrement longtemps. En tout cas, c'est une bien triste nouvelle pour Multiverse X. Qu'est-ce que nous sommes tristes, finalement. Oh, putain, ouais, j'ai lâché une larme, je crois. Bien. Non mais j'en peux plus, Voilà en plus pour- je suis GRM, tu sais. Si toute la journée je vois ces discussions-là, j'en pouvais plus de ça, j'en ai tellement rien à foutre en plus. Mais voilà, Aïe, aïe, aïe. Tous ça fait les, partie des tous les news. Multiverse X Maximalize qui vont devoir se rebrand et changer de DA, c'est une catastrophe. C'est terrible. C'est clair. Hop, et bien voilà pour les news de cette semaine, messieurs dames, nous en avons donc terminé. Hop. Est-ce que vous avez différentes questions? Je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose. Là, t'as parlé de ce Justin Sun cette semaine, c'est un gros filou qui s'est pris entre les mailles du filet. Sacré Justin Sun, hein. Il a eu de la réussite celui-là, quel coquin. Quel coquin. Putain, c'est clair. Tac. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit moment... Est-ce que tu voulais partager un petit truc en plus, Joe, de ce que tu as pu faire cette semaine? Est-ce qu'il y avait un truc particulier qui t'anime? Bah non, j'ai chié sur World Liberty Financials, voilà. Ça me semble déjà une bonne chose. C'est une très bonne chose. Après, voilà... Après, comme je l'ai dit en vidéo, moi je sais pas à quoi m'attendre de ce projet. Je ne mourrai pas à dire que ça va dump only parce que juste... même si c'est pas Trump derrière, actuellement, les gens pensent que c'est Trump derrière et des fois ça suffit à faire pump le bousin, donc je sais pas à quoi m'attendre. Le plus peut le moins, j'ai envie de te dire. Hein, donc, si tu vas nous faire une pire de toute façon sur le WLFI, non? Mais le pire, j'étais en train de regarder, il est même pas si pire que ça. C'est ça qui bah ouais, je me doute. C'est bien joué. Bien écoute, en parlant de PA, est-ce que ce serait pas le moment de parler de prix? Allez. On rappelle, enfin je rappelle, parce que sinon personne va le rappeler pour moi, que nous sommes dimanche, que nous sommes donc dans des mouvements de week-end. On va essayer de rester... vous savez que les mouvements de week-end, c'est toujours des mouvements qui sont à prendre avec des grosses pincettes, parce que c'est des mouvements qui sont beaucoup plus illiquides dans des marchés tout aussi liquides. Donc voilà. On va essayer de partir là-dessus. Comment est-ce qu'on a fini la semaine sur la TradFi? Sur la TradFi, on a fini la semaine, j'ai envie de dire quasiment la TH, finalement. Malgré justement les petites secousses du vendredi avec les dernières datas macro qui n'étaient pas très bonnes, on a terminé la semaine à la baisse.
grosso modo, même si le dump, on est toujours en tendance sur l'SP500. On notera quand même une tendance qui ralentit. C'est-à-dire qu'on s'était éloigné de notre H4 depuis le bottom du mois d'avril. On a ici un retest, 2 retests, 3 retests sur notre H4. On voit que les rebonds sont quand même assez puissants. Ici, on rebondit une première fois, très puissant, deuxième fois très puissant. Et on a quand même des rebonds qui sont plus petits, plus légers. Donc on rentre dans une phase aussi de ralentissement de cette hausse. Même si on est toujours en tendance. Juste pour le moment, on est un petit peu moins haussier, moins rapidement. On est quasiment dans un range à l'horizontale. On passe au-dessus de notre 1 heure, on passe en dessous, au-dessus. Même si on reste dans un petit range haussier, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, on a du gold qui est en ATH, bien après une consolidation de presque 4 mois. On a un gold qui a break et qui a ses ATH, donc ça aussi, dans des configurations de marché qui sont plus ou moins intéressantes. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment Bitcoin. Bitcoin, où est-ce qu'on se situe? On est toujours en dessous de notre tendance H4, qu'on est venu retester ici. On a eu ici un pattern de retournement à court terme. On a eu une latéralisation après plusieurs retests sur le tunnel daily juste ici. On a front run ce fair value gap qui traînait autour des 106 500 $. On a récupéré le 15 minutes et le 5 minutes qui nous a servi pendant un moment, qu'on a reperdu. On est en train de travailler les moyennes mobiles 12 heures pour le moment. Et ici, on a une consolidation entre le 4 heures au-dessus et, je dirais, le daily, le plus haut du daily ici, mais surtout le 12 heures juste là. Donc, on est rentré dans une phase où on peut à la fois s'en extirper par le haut ou s'en extirper par le bas. On ne peut pas savoir à l'avance, bien évidemment, même si, encore une fois, c'est pas inintéressant comme structure. En tout cas sur Bitcoin, la structure elle est un peu plus propre que par exemple son compère Ether qui lui, vous voyez de toute façon, ça se voit graphiquement ici que BTC est légèrement plus haussier que Ether, qui ici nous fait des plus bas. En petit time frame, des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas. On se fait rejeter par le tunnel 1 heure sur Ether pour le moment. On a le 4 heures sous les pieds, mais vu qu'on se fait rejeter par le 1 heure, on arrive dans une compression qui n'est pas spécialement positive pour être honnête. On serait très content de s'extirper franchement de ce tunnel 1 heure ici, autour des 4365. De s'en extirper franchement, mais du moment qu'on ne passe pas ce niveau, ça reste quand même très compliqué d'être positif. On a aussi d'ailleurs un fair value gap ici qu'on pourrait combler juste au-dessus de notre tête. Du moment qu'on ne passe pas au-dessus, ça semble quand même compliqué, ce FVG qui coïncide avec ce tunnel 1 heure. Et après, sur Ether, les zones sont grosso modo autour des 4000, et on a même jusqu'à 3800, ce que je dis dans ma dernière vidéo, dans ma dernière vidéo, pardon. On a cette zone des 3800 qui reste non comblée, qui pourrait peut-être être un prix intéressant si jamais la baisse venait à continuer. Donc, on est dans une zone de consolidation, soit évidemment on s'en extirpe par le bas, soit par le haut. C'est le propre d'un marché, on ne peut pas savoir ce qui se passera. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est plutôt dans une configuration baissière à court terme, mais à moyen terme, on est toujours en tendance. On a notre 4 heures qui s'est aplati, on a neutralisé notre tendance pour le moment, on a une tendance baissière ici qui ralentit aussi, donc à voir ce que ça peut donner. Très honnêtement, ici, ce serait un peu un coin flip, c'est un peu à qui ça dépendra de votre biais. On peut être tout à fait haussier ou tout à fait baissier pour différentes raisons, et les deux sont tout à fait acceptables. Sur Solana, on est aussi dans une phase plus ou moins de range ici, en cas de réduction de volatilité. On est aussi entre notre H1
et notre H4 ici, on passe au-dessus, on passe en dessous, mais on a toujours notre 4 heures qui fait office de support, hein, et on voit ici une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, encore une fois ici, encore une fois là. On a différents gaps qu'on n'a pas encore comblés sur sol, notamment à la baisse autour des 193 qui coïncide plus ou moins avec le bas de notre tunnel 4 heures ici, donc ça pourrait être une zone d'intérêt. Et on n'a pas vraiment laissé de choses à la hausse non plus, c'est plutôt vers le bas qu'on a des zones d'intérêt à combler sur les fair value gap et sur Hyperliquid. On est en petite time frame plutôt orientée à la hausse, hein. Ici on voit qu'on a récupéré le H1, qu'on se sert du H1 en tant que support. Et on a tenu notre 4 heures. On a encore une fois front run ce fair value gap autour des 41,8 à peu près, on va dire des 42 pour faire très très simple. Qu'on a de nouveau front run. On tient notre tendance en 4 heures tant bien que mal, hein. On a eu un petit glissement de terrain ici, mais autrement ça va pas si mal. Donc je considère que le hype il est toujours intéressant, que ce soit à 45 et ou à 44. 5, hein, ça dépend les retracements qu'on a, mais du moment qu'on tient ces niveaux, ça, en tout cas, j'ai pas d'inquiétude particulière, et même si on venait à aller plus bas, ce serait pas dramatique, c'est juste qu'on rentrerait dans des corrections à moyen terme un peu plus importantes. Ensuite, on a quoi? On a le Others qui, depuis grosso modo juillet, n'a pas bougé. Alors, on va dire, depuis le début du mois d'août, ça fait un mois qu'on n'a pas bougé sur le Others. On est au même prix, on consolide. On est au-dessus de notre niveau des 280 milliards, grosso modo, qu'on peut considérer comme un niveau assez pivot dans notre énorme range, hein, autour des 365 ici et des 178 là. On est toujours au-dessus. Ça fait combien de semaines qu'on est au-dessus? 1, 2, 3, 4, ça fait 8 semaines. Vous voyez que ça fait 8 semaines qu'on tient ce niveau. On aimerait beaucoup s'en extirper pour de vrai. Si on commence à le réintégrer, c'est moche. C'est très très moche. Après, encore une fois, hein, si BTC continue sa baisse et Ether continue sa baisse, etc., c'est pas impossible que le Others vienne nous faire une petite glissade sous ces niveaux. On aurait toujours, ne serait-ce... On a quand même des supports qui sont intéressants. On a même des petits gaps à combler autour des... tac, on a quoi? Hop. On a ici déjà un niveau autour des 250 milliards, qui serait pas une zone inintéressante, loin de là. Tac. Plutôt comme ça. Où on aurait peut-être un déséquilibre à combler. Et après, spécifiquement sur certaines cryptos, je pense pas avoir grand-chose à dire, parce qu'on est rentré dans des halles qui sont tout plats. Vous voyez, même le Arbitrum, ça fait 15 grands jours qu'il est à plat. C'est pareil pour énormément de cryptos, hein. Vous voyez, même du Eigen. On est dans une énorme consolidation depuis le mois de mai. On tient notre range. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude particulière. Le interface, c'est pareil. On consolide sous notre niveau daily ici, mais on ne fait pas des plus bas. Donc on est rentré dans des consolidations intéressantes. Très honnêtement, je ne serai pas le premier baissier sur les alts. Encore une fois, comme d'habitude, hein, pour le moment, quand on regarde le ratio BTC Others qui se trouve là, enfin l'inverse du coup Others BTC, on est en tendance, c'est mou, mais c'est pas baissier. Donc, j'ai pas de raison particulière d'être très inquiet. Même sur BTC en très grande time frame, en très grande time frame. Quand on dézoome sur BTC, même aller jusqu'à 103 000, c'est pas dramatique. Ce serait moche, mais pas dramatique. Ce serait toujours dans notre daily ici. Même si après, encore une fois, les niveaux qu'on n'a vraiment pas envie de perdre, selon moi, ce serait le niveau des 100 000, parce qu'on validerait plus ou moins un gros M-top weekly, et ce serait un peu plus compliqué derrière de parier sur des ATH, même si on a déjà vu des M weekly, par exemple sur un Ether, qui se sont fait réavaler derrière. Donc ça veut absolument rien dire, juste que c'est quand même un niveau qu'on n'a pas envie de perdre. Donc, grosso modo,
à court terme sur BTC, c'est plutôt intéressant. On est dans une consolidation qui peut être bullish. On peut aussi se faire rejeter à la baisse, hein, j'ai envie de dire. Pour le moment, on reste en tendance moyen terme baissière tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de notre 4 heures. C'est ce que je dis dans ma dernière vidéo. Pour à minima considérer qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant, ce serait de reprendre le 4 heures, combler ce gap et ensuite d'essayer de jouer un higher low à partir de là, avec peut-être une tendance H1 qui se dessinerait et qu'on tiendrait par exemple. Donc voilà un petit peu pour les grands enjeux techniques, j'ai envie de dire. Tac. Voilà, et je pense que je vais pas y passer plus de temps. Je pense que j'ai fait un tour complet de tout ce qu'il faut regarder. Ouais, de toute façon, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Non, ça n'a pas tellement changé depuis la semaine dernière. On est juste légèrement moins baissier sur BTC, mais légèrement plus baissier sur Ether. Mais on reste dans les tendances moyen terme pas inintéressantes. Juste pour le moment, c'est mou du genou. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour se placer si on a de la conviction? Peut-être que si. On a un désintérêt global du marché, encore une fois. On a du retail qui est parti, le Coinbase App Store qui est aux fraises. Il n'y a que le billet option qui me chagrine un peu. On n'est pas ultra haussier pour le moment. Donc, Mais je pense qu'ils attendent, un peu comme le marché, ils attendent la décision pour être sûr, peut-être même si c'est pricé en grande partie, mais c'est un relâchement, tu vois, il y a toujours un potentiel surprise de Powell. Donc, je pense qu'il y aura une vraie direction, sûrement, tu sais, souvent avant que Powell parle, il y a toujours de l'action, on ne sait pas à la baisse ou à la hausse, et puis après on aura la vraie direction. Ah oui, non mais c'est clair qu'il y a clairement une partie de ça, c'est sûr. Ouais. Par exemple, si on prend le petit Coinbase Index, mince, j'ai enlevé l'écran. Tac. Il y a Barn qui nous fait une petite critique, ils disent que l'analyse technique est trop longue, mais en vrai je pense que ça dépend des gens, il y a des gens qui attendent vraiment ça. Hein. Moi aussi ça m'endort, mais c'est parce que ça m'intéresse pas. Mais il y a plein de gens qui s'intéressent. Même si je voulais en faire pendant 45 minutes, je tournerais en rond, hein, parce que les alts se ressemblent tous. Hein. Il y en a juste certains qui sont un peu mieux que les autres, certains qui sont dans des meilleures zones que d'autres. Par exemple, un token sur lequel j'aurais du mal à rentrer, ce serait le ENA si on n'est pas déjà dessus. Et là, je serais en mode, ok, il fait sa vie. Il y a des trucs qui sont mieux, que d'autres. Dans les configurations actuelles, on a montré Eigen, on a montré Etherfi, mais il y a aussi Morpho, il y a Pendle qui est pas inintéressant. Enfin, voilà, je comprends que des fois je passe un peu de temps, notamment quand le marché bouge pas mal, et puis j'aime bien vous demander aussi vos avis. Là, je pense qu'en vrai, pour le moment, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est partout pareil. Donc, c'est surtout, de toute façon, là, c'est vraiment les majors qui drive. Hein, donc, du moment qu'on n'a pas des directions très très claires sur BTC et Ether, pas grand chose à ajouter. Ouais, et par contre je suis pas d'accord avec Barn, je te taquine un peu, mais on sait qu'en fonction des news interprétations ça va monter ou baisser, et après coup on l'expliquera avec l'analyse technique. Moi je vois les choses des fois différemment, c'est-à-dire que c'est l'analyse technique qui parle, et les gens l'expliquent avec les news des fois. Je pense qu'il y a un milieu un peu des deux, mais je pense que l'analyse technique est plus importante que la partie news. Enfin, si jamais tu veux te placer en tout cas. La partie news, c'est bien pour savoir qu'est-ce qui est chaud. Okay. Moi, il n'y a que l'alt, mais voilà. Oui. Mais je peux comprendre juste. Tu vois, tu vas pas in sur un token qui est pas fou fondamentalement. À part s'il a vraiment une très très belle charte, peut-être. Après, franchement, pour être honnête, du moment que c'est dans le top 300, 200, ça joue. Hein. C'est des trucs qui sont suffisamment capitalisés et qui ont de l'intérêt quelconque, donc bon, c'est... Je pense que les deux sont bien. Voilà, on va dire, vous pesez comme vous voulez, les deux sont importants. Bien évidemment, il y a une partie aussi du fonda qui est importante pour trouver des tokens qui peuvent avoir plus d'intérêt que d'autres, qu'on comble avec Etena, pour avoir des bonnes zones. Voilà, par exemple. On n'entend plus parler des subnets Tao, ça bouge encore? Non, ça bouge plus. Ah bah là ça doit être... Tu peux faire attention, j'ai pas regardé. Alors moi je les regarde souvent parce que je me dis que peut-être je vais avoir des opportunités, un de ces quatre, mais ça fait 3 mois que je dis ça fait 3 mois que je fais rien. Les subnets vont mal, il y a juste de temps en temps des trucs qui perfent mieux, genre dans des trucs nouveaux, mais en fait ça demanderait de juste y passer du temps infini pour être au courant de tout, comme le fait Victor, etc. Et dans ce cas-là on se positionne sur des trucs
des trucs intéressants. Il y a eu Ridge récemment, si vous avez regardé la dernière vidéo de Victor, mais autrement, c'est que des trucs en dump only. Ouais. Euh, le chute, il a divisé par 4 depuis avril et il y a rien qui bouge. Il y a même pas Chut. Waouh. il y a même pas de structure. J'ai vu passer même tac. En vrai, c'est juste des charts à la baisse, grosso modo. Et de temps en temps, dans des périodes un peu. Voilà, pendant quelques jours, ça up, mais même le gradient, il a divisé par Ah oui, c'est un 5. dead cat bounce, quoi, quand ça. Il y a juste rien sur les subnets. Voilà, pas grand-chose. En fait, ce serait un monde à part. Faut y passer tout son temps pour connaître les nouveaux trucs qui sortent et les trucs qui bénéficient de hype. Donc, ça ne me sert pas trop. Et il y a un truc que je vois souvent. Ena, j'aimerais bien le revoir vers 0,6-0,5. Et en vrai, tu vois, moi j'ai vendu Ena à 0,63. Je l'ai racheté là à 0,73. J'ai racheté plus haut que je l'ai vendu. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce que j'ai dit la dernière fois sur X, c'est que ça fait partie des tokens qui sont tellement évidents que du coup les gens pensent que c'est trop évident pour que ça fonctionne. Et en fait, ça surprend. Et je pense que ça fait partie des tokens où en fait j'ai pas envie d'attendre. Tu vois, il est trop fort versus le Total 3. Il est trop fort fondamentalement, il a trop la mindshare, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir par se faire sideline parce que ils ont peur d'acheter trop haut. Après, voilà, c'est vrai qu'il a fait un gigapump et qu'il a pas tort tracé. Mais je sais pas, tu l'as fait en analyse technique? Je sais pas si tu m'as pas écouté. Non, pas là. Mais après, moi, je sais que je l'aurais pas vendu à 0,63. Je sais que tu l'as vendu sur ce pump-là parce que c'était un peu l'euphorie, etc. Grosso modo, enfin, je crois, il avait une surperformance assez nette. Moi, je sais que je l'aurais pas spécialement vendu du moment qu'on perd pas vraiment les 4 heures sur du moyen terme et qu'on hold les trucs, justement. Allez, j'aurais pu avoir un moment d'hésitation et sortir une partie du bac quand on perdait le H1, par exemple, ici. Mhm. Mais sinon, c'est juste un truc en tendance et le racheter. Alors, évidemment, la zone la plus obvious, elle était à 0,65, c'est sur notre H4. Donc voilà, le racheter à 0,73, est-ce que je le ferais? Je pense pas. Je pense que si on peut le toucher à 0,65 plutôt, c'est mieux. Mais je peux comprendre l'avis. Ce serait juste pas mes zones à moi, mais voilà. Ouais, je pense qu'il faut juste pas être trop bearish là-dessus parce que vraiment, je vois. On verra, hein. Après, ça peut peut-être corriger les gens, mais ça fait partie un peu des trucs évidents du cycle, quoi. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que pensez-vous de l'or? Ça vaut le coup d'aller jouer le XAU. A priori, pas mal de gens pensent que l'or va encore monter, même s'il a son ATH. D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent un gold qui monte très très fort, c'est forcément bearish par nature. Alors que c'est pas forcément le cas. Parce que pourquoi le gold performe très bien, c'est qu'en gros, il y a un désintérêt des obligations pour le moment. Enfin, pour le moment, c'est pas nouveau, mais depuis quelques mois, que ce soit à l'international par les banques centrales qui privilégient l'or aux banques du trésor américain, ou par les particuliers qui ne veulent plus avoir des obligations parce que les obligations se font défoncer à cause de la dette américaine, de l'inflation, de la croissance, ceci, cela, pour plein de raisons différentes, et on privilégie l'or. En fait, l'or est juste la réserve de valeur parfaite. On veut pas avoir du dollar, on veut avoir de l'or. Et ça, c'est pas antinomique avec un marché action qui peut bien aller. Alors oui, là, on a eu un range du gold pendant 4 mois. Et c'était 4 mois sur lesquels on avait des spéculations meilleures sur le marché action et sur les cryptos. Mais fondamentalement, pendant très longtemps, enfin, quand on regarde en 2024, l'or performait autant que les actions, etc. Et c'était pas dramatique en tant que tel. Donc l'or, c'est juste bien. ADCA comme DCA du BTC, c'est bien, grosso modo. C'est mon avis, évidemment. Tac. Bon, les gens qui sont inquiétés de la baisse de Morpho ce matin, ça c'est pareil. Alors, je sais, on s'ennuie. Moi aussi, il est dimanche, on sait pas quoi faire. On s'est déjà touché la nouille pour la 3e fois de la matinée, on sait pas quoi dire sur X, on sait pas quoi lire, on sait pas quoi faire. Juste, les gars, il y a un mec qui s'est réveillé, il s'est dit, bah attendez, j'avais acheté du Pendle à 30 centimes, j'ai 4 millions qui sont devenus 16 millions, mais qui s'est dit franchement j'ai envie d'acheter une Ferrari, je market sell tout maintenant, et voilà,
C'est tout. Il y a juste un... Parce que j'ai vu des gens dire oui, mais ceci, c'est cela, c'est grave. C'est pas parce qu'il y a une baisse de 5% sur un altcoin, un dimanche, jour de liquidité atroce, où les market makers sont aussi en train de se toucher la nouille chez eux, parce qu'ils ont besoin de repos aussi. Juste, c'est une mèche de non-liquidité d'un mec qui avait envie de market sell, et qui s'est pris du slippage, et voilà. Point. C'était tout. Il n'y a pas de... Enfin, c'est peut-être ça, et il y a peut-être un truc plus grave, mais j'ai lu les gens qui disaient oui, mais ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Aïe, Quand aïe. même, s'il vous plaît. Ouais. C'est juste un mec qui... Ça peut être juste un mec qui casse pas pareil. Casse pas, il a pris, je crois, moins 10% hier. Sans news particulière, juste il y a des mecs qui se sont dit, ah, casse pas, en vrai. Ras le cul, allez, hop, ça dégage. Pareil. Et ça veut pas dire qu'il y a des trucs particuliers. Et d'ailleurs, le Morpho, il est dans une consolidation entre son daily et son 4 heures. Puis il est en tendance tranquillement, quoi. Ailleurs high, ailleurs low. Juste, bah voilà, petite bougie qui fait pas plaisir. Qui fait pas plaisir. On s'en bat les couilles, mais bon. Ok. Bah écoutez, on arrive à notre fin d'émission. Est-ce qu'on avait d'autres choses à raconter? Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on va arriver à la fin tranquillement. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette émission, Joe? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Beaucoup de news. Beaucoup de news. C'est bullish. Enfin, moi, je suis bullish. Je sais qu'on va se faire chier ces prochaines semaines. Mais après ça, je suis assez bullish. Ah non, franchement, on va pas se faire chier. Hein. Là, pendant 15 jours, c'est volatilité max. Max. On va pas s'ennuyer. Dans 15 Là, jours, franchement- peut-être. Mais pas la prochaine semaine. Ah si, je t'ai dit, le rapport BLS, ça va faire Ah oui, bouger. c'est vrai. L'inflation, ça va faire bouger. Powell, ça va être le Saint Graal, ça va être C'est vrai. exceptionnel. Donc non, après, si on me demande mon avis perso, c'est que pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il faut être particulièrement baissier. Je m'inquiéterais sur des niveaux plus bas. Juste, bah, là, on va se faire chier jusqu'au 17. On va avoir de la volatilité intraday. On a des charts qui sont pas dégueux. Il y a même des très bonnes zones d'intérêt moyen terme sur des alts. Évidemment qu'on peut aller plus bas. Bon, mais ça que sert les stops, hein, j'ai envie de dire. Il y a des trucs qui donnent envie, il y a des trucs qui donnent pas trop envie. Mais grosso modo, tout va pour le mieux. Oh, d'ailleurs, le pump... ah oui, le pump, sympa, le pump. Le pump, il pump, hein. Et ouais. Il porte bien son nom. Ça y est, enfin. Ça y est. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait. Ça fait partie des contenus que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, cette semaine, qui a un peu marché. Il y a quelqu'un qui m'a remercié pour le pump et qui a dit que beaucoup de gens devraient se remettre en question parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup chié, hein, parce que j'ai donné mon avis très tôt. J'étais l'un des seuls à avoir une position. Voilà, moi j'avais compris leur vision, j'étais sûr de moi. J'ai dit, pour moi, 4B c'était faire. Bon, le prix a tanké, il y a eu bon campus en même temps, donc le timing était très mauvais. Mais in fine, je pense avoir compris la vision de Pump Fund. Je pense qu'on n'a pas vu grand-chose parce qu'actuellement, les tranchées, ça reste c'est très silencieux encore et je pense qu'on va revoir des folies. Donc je pense que la vision, je l'avais, j'ai juste pas le timing et c'est comme ça. Et voilà, si Pump descend pendant une semaine, là, je vais encore en prendre plein la gueule. Et voilà, au bout d'un moment, X, c'est comme ça. C'est du daily, c'est même pas, il regarde en 1 heure les charts. Bon, qu'est-ce que tu veux. Mais je suis content qu'il remonte. femtoseconde. C'est ça. Incroyable. C'est dommage que la France perd encore son gouvernement, peut-être. Je vous avoue que j'ai déjà suffisamment de choses à regarder pour ne pas être au courant, mais je crois peut-être que effectivement c'est probablement la semaine prochaine. Je crois que c'est le 10 peut-être, je sais plus. Je ne sais plus. Bien, bah écoutez messieurs dames, on va arriver à la fin de cette émission. Je rappelle une deuxième fois que si jamais vous voulez nous soutenir, juste un petit like et un abonnement à la chaîne YouTube de Decrypted, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remets évidemment le lien
de la chaîne pour ceux qui sont sur X et sur ma chaîne YouTube à moi. Et si vous êtes sur X, vous pouvez aussi vous abonner au compte Twitter de Decrypted. Et comme d'habitude, plein de trucs qui arrivent, notamment des interviews qui arrivent. La prochaine, c'est avec Fluide. Fluide. Oh Exactement, putain, je le sais. terrifiant. T'es en train de la monter et tu le sais pas. Je le savais. Terrifiant. Allez. J'étais au courant. Bien, messieurs, dames, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. La rediffusion sera disponible dans quelques heures pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et vous pourrez l'écouter demain durant votre journée de travail si vous vous ennuyez. Joe, tu te bases surtout sur les fondamentaux. Joe est un homme de fondamental, mais de plus en plus sur de la technique, même si la technique est un peu bancale. Je progresse. On a du progrès, c'est de moins en moins pire. Bref, Voilà. sur ce, passez une très belle fin de soirée, reposez-vous bien, et deux grosses semaines nous attendent dans les prochaines semaines. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.